Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Valentin Touzeau. Valentin, ça va la pêche? Ça va très bien, Nous merci. sommes également avec Antoine Morgan tout à l'heure. Antoine, bonjour. Bonjour, bonsoir. Nous sommes également avec Pikatou, Thomas Munier, ça va la pêche? Salut les chums. Aujourd'hui, on va essayer de définir quelque chose de très complexe, une pratique. Il s'agit du jeu en performance basé sur le fameux article du blog Je ne suis pas MJ mais d'Eugénie et de Félix. Thomas, Valentin, vous avez contribué à l'émergence de cette pratique qui s'appelle le jeu en performance. Toi, Valentin, à travers la relecture de nombreux articles théoriques sur de nombreux billets de blog, faudrait dire, de nombreux billets de blog sur le sujet. Et toi, Thomas, en jouant tout simplement en performance avec les gens qui ont développé cette théorie. Antoine et moi, nous sommes les deux naïfs. Nous allons vous poser toutes les questions possibles du monde. On a aussi quelques idées parce que on va pas se mentir, on a quand même préparé un minimum ce podcast en discutant tout le week-end, en fait, plus ou moins, à travers les différentes conversations qu'on a eues. Et donc, du coup, on va essayer de comprendre, de mieux cerner quelle est cette pratique du jeu en performance. Qui veut commencer? Peut-être expliquer d'abord quel est l'article fondateur et qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qu'il explique. Alors, un truc que j'aimerais faire tout de suite, c'est présenter les protagonistes de cette histoire. Donc, on a scène de crime d'abord. La scène de crime. Donc, on a parlé d'Eugénie et Félix. Il y a aussi d'autres personnes comme Félondra qui réfléchissent à cette notion. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que l'influence du théâtre d'improvisation est cruciale en fait pour essayer de voir un peu la genèse de ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut. C'est des gens qui font du théâtre d'improvisation. Alors, il y en a certains qui font du théâtre d'improvisation, et donc il y a des liens intéressants qui peuvent nous permettre de comprendre un peu la notion. Valentin. Donc, dans ce premier article de Je ne suis pas MJ mais jouer en performance, il y a plusieurs notions en fait qui sont expliquées. Par exemple, la partie comme performance artistique. Donc ça, c'est une notion qu'il faut. Oui, là, ça, il faut que tu m'expliques ce que c'est qu'une performance artistique. Bien comprendre. Donc, l'idée, c'est de dire que on peut avoir conscience ou pas que toutes nos actions quand on est autour d'une table de jeu peuvent avoir du sens dans le cadre de la partie. C'est par exemple la manière dont je vais faire rouler les dés, par exemple la manière dont je vais demander le coca. Tout ça peut participer en fait de l'expérience artistique qu'est la partie. Et ça, il y a beaucoup de rôlistes en fait qui n'ont pas forcément ça en tête quand ils jouent. Par exemple, moi personnellement, la manière dont je vais demander le coca ou je vais faire rouler les dés, je vais pas y penser, je vais pas m'investir dedans, je vais simplement jouer pour créer une belle histoire. Eh bien, une alternative possible à ça, c'est de se dire non, on peut potentiellement prendre en charge plein d'éléments qui sont hors de la fiction elle-même, hors du jeu lui-même. Enfin, je sais pas, Thomas, si tu es d'accord avec cette idée. Tom. Allez, prends ça dans la gueule. Ok, ça va être le bon débat de Yes Man. Ah oui, parce que t'es totalement d'accord déjà avec ce qui vient d'être dit. Bah, cette idée de. C'est pas un débat là. Enfin, c'est ouais. pas vraiment un débat. L'idée, c'est d'essayer de faire la pédagogie du jeu en performance. En fait, non. C'est vrai qu'il y a souvent un jeu avec l'ensemble du dispositif du jeu de rôle, quoi. En discussion, on avait dit, c'est en fait plutôt que de jouer à un jeu de rôle, tu vas jouer avec le jeu de rôle, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Hein, enfin, moi, j'ai tendance à dire, tu vas utiliser la partie de jeu de rôle comme prétexte pour faire une performance artistique. Et donc, effectivement, il y a souvent, je dis pas que c'est un obligatoire entre guillemets dans le manifeste du jeu en performance, si jamais il y en avait un. Mais effectivement, il y a souvent l'idée de jouer avec tout le dispositif, y compris effectivement effectivement, tu peux faire un truc signifiant en manipulant tes chips pendant la partie, quoi. Typiquement parce que tu peux manger des chips juste quand t'as faim, ou tu peux manger des chips parce que en fait il y a deux joueuses en face de toi qui font une scène RP vachement intense et tout, et là tu sors les chips et tu fais vraiment le geste de les manger devant elle pour dire lâche au spectacle, tu vois. Et en fait tu fais c'est un peu l'idée, c'est que tu fais tu vas utiliser toute la sphère méta, en fait. Ta performance artistique ne se confine pas à ton roleplay. Elle va effectivement investir tout le dispositif. Alors, méta par rapport à quoi? Par rapport à la diégèse, habituellement du jeu de rôle. Ouais, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Oui. Ouais. C'est un jeu, le jeu en performance, c'est aussi un jeu avec les frontières les frontières du jeu lui-même, en fait. C'est un jeu qui joue avec les frontières du jeu, notamment. Donc, ouais.
Ouais, très bien, très bien. Ok, je pense que mais c'est sachant assez clair. que c'est Donc, pas, je pense que c'est pas une obligation cette idée. Par exemple, le truc des chips, tu peux faire des séances en performance où c'est juste, par exemple, tu t'es fixé de faire des diégèses très exigeantes et ça peut suffire, quoi. Moi, j'ai 2 choses à dire. Un premier, c'est qui concerne ce podcast en règle générale. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le jeu en performance n'est pas une théorie établie avec c'est un work in progress. Et donc, du coup, c'est un think tank qui se développe autour du blog d'Eugénie, je ne suis pas MJ May, et etc. C'est pour ça que vous avez raison de signaler les protagonistes. Et puis, il faut bien comprendre que là, on n'est pas en train d'arrêter le débat en disant voilà ce qu'est le jeu en performance. C'est pas ça. L'idée, c'est de vous présenter en fait les bases de ce think tank, les idées théoriques, enfin les idées sur lesquelles ils partent et ils discutent de façon à éventuellement vous auditeurs pouvoir vous inclure, mieux comprendre et pouvoir éventuellement vous inclure, poster sur le blog d'Eugénie des idées, des questions. Tu dis que c'est pas une théorie, surtout qu'en fait, je pense qu'il faut c'est le un voir work comme in progress. Ouais, Voilà. Il faut le voir comme un mouvement artistique, quoi. Je dis ça parce que c'est très important que les gens comprennent on n'est pas dans la prescription là, on est dans la recherche, on est vraiment dans la R&D, tu vois, on est voilà. Première étape. Deuxième étape, il y a quelque chose que j'aurais voulu entendre en introduction de ce podcast, c'est cette idée que quand on joue en performance, on ne joue pas au jeu. Tu as dit on joue avec le jeu, Thomas, mais il faut ajouter, je pense, pour qu'on comprenne bien, on joue le joueur jouant au jeu. C'est-à-dire qu'il y a ça c'est vraiment quelque chose qui moi personnellement m'a aidé à comprendre la pratique. J'avais fait un article qui s'appelle On joue 2 rôles. Alors vas-y Thomas, vas-y, je t'en prie. L'article On joue 2 rôles dit en fait tu joues ton personnage et tu joues aussi la joueuse, c'est-à-dire qu'en fait tu vas me mettre dans une posture par exemple aujourd'hui je vais pas le jouer le Thomas normal, mais en fait je vais jouer un Thomas supposons par exemple que je m'amuse à dire en fait je joue un Thomas qui joue le rôle de Vivien Féasson, c'est-à-dire qu'en fait je vais faire bof à chaque fois dès qu'il y a un moment intense de la fiction, je vais faire ouais bof, alors là, je suis pas épaté de fou quoi. Voilà, ça par exemple c'est du jeu en performance, c'est ça de notre ami Vivien Féasson. Très bien, ouais, ok. Bon, alors là tu prends un cas très extrême, parce que là tu dis carrément que tu vas jouer un personnage qui joue un personnage, d'accord ? Tu joues Thomas Munier jouant Vivien Féasson, c'est-à-dire le Vivien Féasson tel que Thomas Munier se l'imagine, donc un personnage. Mais je suis pas obligé de dire que je joue Vivien, tu vois, ça peut être juste un délire dans ma tête, quoi. Vivien ne se réduit pas à son flegme britannique, c'est aussi un joyeux compagnon. Faudrait pas qu'en plus, donc c'est une caricature que tu proposes. Avec un masque. Mais j'ai la sensation et je te passe la parole après Valentin, que dans le jeu en performance, il n'y a pas uniquement l'idée qu'on joue un personnage, mais que on se fixe à soi-même ses propres exigences. Et c'est pas tout à fait la même chose. Parce que tu peux pouvoir dire, plutôt que de jouer, je vais jouer Vivien Féasson jouant à Sens, ou jouant son personnage de Sens, par exemple, pour citer un jeu, eh bien, tu peux dire aussi, moi, Thomas Munier, je vais essayer de jouer mon personnage de Sens avec telle contrainte créative. Par exemple, en utilisant le moins de fois possible la pièce autour des joueurs, c'est-à-dire en me concentrant uniquement sur le jeu d'acteur. Tu vois, pour réaliser justement en disant je joue à Sens Renaissance, tu vois, il est interdit de parler du monde qui m'entoure. Je me fixe une exigence supplémentaire qui va être là ce soir, je vais me forcer, moi Thomas Munier, alors que j'ai l'habitude de parler des bières et des pizzas sur la table, à ne surtout pas en parler et à rester dans tu vois je pense que tu pourrais le voir comme une contrainte créative, ouais. Voilà. Valentin, c'est... Oui, en fait, je voulais parler de on joue de rôle. Un exemple, ça peut être de jouer la personne très hypocrite et mauvais esprit. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois que tu fais un jet de dés et que tu rates, tu peux faire « Oh là là, ça me dégoûte ». À chaque fois que le MJ fait une description, tu peux dire « Ouais, c'est bon, on a déjà vu ça 10 fois », etc. Et en fait, ça peut être un plaisir de jeu en soi que de faire ça. Ouais, exactement. Tu fais le barbare, genre on s'emmerde dans cette aventure, quoi. Et dans l'exemple de Valentin, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit bien que
il n'est pas en train de jouer Vivien Féasson, tu vois. Là, même si il est en train de jouer ce qu'il imagine du flegme britannique, ou là, dans l'exemple que joue Valentin, c'est t'es en train d'exagérer. Enfin, tu peux être mauvais joueur, Valentin, j'imagine, un peu comme moi. Tu sais ce que c'est que d'être mauvais joueur et de ressentir de la mauvaise joueur attitude. Et donc, tu vas dire, ce soir, je vais essayer d'intensifier, de performer ma mauvais joueur attitude. Et ben, en fait, là, c'est vraiment le mot qui est important. Et là, c'est un gros disclaimer qu'il faut faire. On performe le joueur de mauvaise foi. Voilà, mais c'est pas le jeu en performance dans le sens je suis très bon, je suis meilleur que les autres. C'est la performance au sens anglo-saxon, to perform. C'est vraiment jouer ce rôle-là, performer effectivement. On se donne une contrainte quand même. Ouais. Alors, Antoine. Ouais, alors du coup, j'ai quelques questions pour essayer de bien comprendre la suite de l'idée. C'est des objectifs, des challenges que les joueurs se fixent un peu chacun de leur côté. Et comment ça se passe derrière? Parce que là, je comprends bien la démarche individuelle, mais dans quel contexte? Est-ce que tu commences à jouer en performance? Est-ce que enfin, tout le côté contrat, comment ça s'inscrit dans un contrat social, ce genre de volonté de jeu, cette envie de plaisir de jeu, en fait? Alors, du coup, Eugénie, elle distingue deux formes de jeu en performance. Il y a le jeu en performance en vibration. C'est-à-dire qu'en fait, on est toutes d'accord à la table, Thomas, pour jouer en performance. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être dans ce délire-là. Et l'idée, c'est que on va vraiment construire une performance collective, quoi. Et il y a le jeu en performance unilatérale où c'est moi joueuse, je décide de me donner à fond, de me donner des contraintes. Je le fais je fais au service des autres, c'est-à-dire qu'il faut que ça entre guillemets, il faut que ça maintienne voire même que ça facilite une bonne expérience pour le reste de la table, mais je n'impose pas aux autres joueuses de me fixer les mêmes contraintes, de faire des efforts ou de se fixer les mêmes contraintes que moi. Et juste après, je donne la parole à Romaric. Elle cite le cas. Alors après, c'est un peu limite parce que je pense que le jeu en performance, il est vraiment intéressant quand on parle des joueuses et pas du MJ. Mais elle dit quand même, il y a quand même pas mal de jeux de rôle avec MJ où on voit le MJ qui joue en performance et à faire le show. N'importe quoi. Il arrive avec une robe de bure, il met la musique, il fait les accents des personnages, il fait du jeu. Comment il enlève les cacahuètes du joueur qui a pas réussi son jet. Il fait les sons. Moi j'ai vu des MJ faire. Ouais, c'est ça. Tu as des trucs comme ça. Ouais. Moi je l'ai fait aussi. C'est ça que t'allais dire, Antoine. Tu vois, il va pas demander à sa table de faire des efforts particuliers. Il va laisser la table jouer de façon spontanée. Mais ce joueur en performance unilatérale, lui, son jeu, il est construit. C'est-à-dire, le jeu en performance, c'est un jeu construit. C'est pas un jeu spontané, quoi. Alors après, il y a des gens qui sont spontanément bons. Mais le jeu en performance, c'est entre guillemets, c'est une qualité qui est construite et réfléchie et voulue, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question, Antoine, parce que moi, c'est une première mésinterprétation que j'ai faite sur le jeu en performance au départ. C'est que moi, ça m'est arrivé au cours de mon histoire rôliste de me retrouver dans des parties où il y avait des gens qui... Alors, j'ai pas envie de dire qu'ils jouent en performance parce que la théorie n'existait pas à l'époque. Donc, ils pouvaient pas se prétendre d'une école ou d'un manifeste, tu vois, artistique. Ils me disaient pas, je joue en performance à ce moment-là. Mais je sentais bien qu'ils étaient pas en train de jouer au même jeu que moi. C'est-à-dire que moi, je voulais jouer à Sens et qu'ils étaient en train de jouer à, par exemple, casser le scénar du MJ. Qu'ils étaient en train de jouer à, justement, le joueur de mauvaise foi qui va, etc. Et ça, souvent, moi, ça me gênait beaucoup parce que je me disais, mais attends, tu joues pas au même jeu que nous et en fait, tu déranges. Donc, quand on dit jouer en vibration, là, on est d'accord, tous les joueurs arrivent, ils jouent en performance. Tout le monde s'est mis d'accord sur quelles vont être les exigences de chacun, etc. Là, c'est OK, pour parler comme Valentin. Là, c'est OK parce que tout le monde sait que il a affaire à Valentin jouant une caricature de lui-même, à Romaric jouant une caricature. Donc, on est tous d'accord pour accepter cette idée-là. Ça, c'est OK. Moi, là où ça me pose problème, c'est quand il y a un joueur qui qui arrive en mode je pratique jeu en performance et qu'il le dit pas aux autres. Et ce qui est cool, c'est que Eugénie, dans le jeu en performance unilatérale, elle rajoute une toute petite ligne de texte qui permet tout de suite d'évincer ça. Elle dit oui, mais il joue au service des autres. Et donc du coup, ça veut dire parce que imaginons qu'il n'y ait pas cette petite ligne de texte au service des autres. Jouer unilatéralement, ça se transforme en
il joue en performance sans le dire aux autres. Et là, je dis trahison. C'est-à-dire que si Valentin, en fait, j'ai l'impression de jouer avec Valentin, il m'a pas dit qu'il joue en performance. J'ai l'impression de jouer avec Valentin depuis le début de la partie. En fait, il me dit, haha, t'as vu, hein, j'ai fait le mauvais joueur tout. Bah, je vais en vouloir à Valentin. Je dis, tiens, mais Valentin, t'avais vraiment été mauvais joueur, tu vois ce que je veux dire? Mais non, je jouais en performance. Et là, on peut avoir le cas du connard de Schrödinger. Vous connaissez ce principe du connard de Schrödinger? Non, vas-y. C'est le connard de Schrödinger, c'est le mec, en fait, il te dit un truc de connard, d'accord? Et tu vas dire, t'as été un vrai connard. Et il dit, mais non, je déconnais. En réalité, ça a été un vrai connard. Si tu lui dis pas que c'est un connard, il s'est contenté d'être un connard. Et dès que tu lui dis d'être un connard, en fait, t'as ouvert la boîte et il dit, mais non, je déconnais. Hein? Donc, alors ça, c'est le connard de Schrödinger. Et ben, le jeu en performance, c'est un peu pareil. Tu peux te retrouver avec un joueur qui, en fait, il est naturellement mauvais joueur. Il va dire, mais non, en fait, c'était du jeu en performance. L'avantage de la phrase de génie au service des autres, c'est que là, d'un coup, ça, tu vois, ça permet d'éviter ces conflits-là. Donc, on peut arriver en jeu en performance unilatérale, mais il faut surtout bien respecter cette condition de rester au service des autres. Ça veut dire être très attentif aux autres, à la façon dont ils jouent, à ce qu'ils attendent de la partie. C'est donc un effort constant, c'est très très difficile en réalité. Je suis en train de me dire, il y a un truc qui me vient en tête là dans ce que tu racontes. Alors, on n'est pas obligé de jouer l'hypocrite. On peut aussi jouer quelqu'un qui va vraiment vers les autres, qui, par exemple, quand j'initie des gens au jeu de rôle, Valentin. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment les mettre en confiance en fait dans une ambiance bon enfant, etc. Et en fait, je sens que je joue un rôle moi-même, Valentin. Je joue plus vraiment au jeu lui-même. Je joue au service des nouveaux joueurs pour que l'expérience soit la plus sympa pour elle, pour qu'ils passent du bon temps. Donc du coup, moi, mon personnage, il est un petit peu une marionnette pour moi. Et je vais vraiment essayer au maximum de renvoyer la balle, de donner des ouvertures, de faire plein de gestes rôlistes en fait. C'est un très bon exemple. L'objectif, si tu veux, est de vraiment permettre. Je pense un cas limite du jeu en performance. Je sais pas si on peut vraiment parler, mais pour moi, je ressens ça comme une performance unilatérale, quoi, au service de l'initiation dans de bonnes conditions et pour que la partie soit sympa, quoi. Très bien. Ouais. Alors donc pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a un risque. Si quelqu'un joue en performance et que les autres ne sont pas sur le même niveau, il y a un risque vraiment de dysfonctionnement au sens synthésien du terme, c'est-à-dire que les gens on va s'engueuler autour de la table parce qu'on va pas être d'accord sur le but en fait de la partie. Et donc du coup, je trouve en tout cas que c'est très intéressant de dire voilà, il y a le jeu en performance en vibration, on est tous d'accord, donc là il y a pas de risque que on se prenne la gueule. Et le deuxièmement, c'est si on n'est pas tous d'accord et si on n'a qu'un seul, bah oui, là à ce moment-là, il y a cette clause qui fait que de toute façon, le contrat social est en un sens respecté. Ce qui rend le jeu en performance fonctionnel. Antoine, tu voulais prendre la parole ? Du coup, j'aimerais à ce stade que vous donniez peut-être un peu plus d'exemples concrets sur comment, parce que du coup, le jeu en performance tel qu'il est pratiqué par exemple Johnny ou d'autres personnes, avec un contrat social autour, avec une volonté de groupe, est-ce que vous avez des exemples de quel type d'exigences créatives ils peuvent se fixer ? Est-ce qu'il y a ce côté où chacun a son exigence créative individuelle, mais voilà, est-ce qu'il y a des challenges de groupe ? Comment ça peut se passer pour être plus concret ? Très bonne question, Thomas. Alors du coup, je vais te donner un exemple où il y a à la fois une contrainte collective et une joueuse qui décide de se donner une contrainte en plus. On a fait une partie d'Inforenza, il y avait notamment Génie, Julien Poire, voilà, que je vais étiqueter jeu en performance, mais il y en avait d'autres aussi. Et en fait, cette partie, l'idée, c'était la contrainte qu'on avait, c'est que nos personnages n'interagissaient que par des lettres qui s'envoyaient. Donc dire en fait du jeu de rôle, mais à l'intérieur il y a un jeu épistolaire, quoi. Sauf qu'on n'écrit pas les lettres, on raconte, et on va raconter dans quel état d'esprit on écrit les lettres, qu'est-ce qui se passe autour de nous pendant qu'on écrit les lettres, et on va utiliser des systèmes de résolution parce qu'en fait grosso modo en s'envoyant des lettres on peut faire des effets sur les autres. En fait quand on voit la lettre tu fais un jet de dés et machin. Donc en fait et en plus à ce côté on utilise la mécanique de résolution. Inforenza en fait c'est un jeu qui facilite le jeu en performance parce que tu as une mécanique de résolution qui est assez plastique. Et du coup tu peux jouer avec pour produire des effets un peu inattendus, quoi. Notamment le type de dire je t'envoie une lettre et ça me permet de jeter les dés contre toi, quoi. C'est typiquement un truc de jeu en performance qui est facilité par le jeu. J'ai envie de dire tu peux jouer en performance avec GURPS, il y a aucun souci, mais il y a certains systèmes qui le rendent un peu plus facile, on va dire. Et donc ça c'était notre contrainte collective, le fait que nos personnages ne vont jamais se rencontrer, ils vont juste s'envoyer des lettres et ils vont interagir. On va trouver une façon qu'ils interagissent par le biais des lettres.
Et puis à un moment dans le jeu, moi je raconte que pour envoyer une lettre en fait à un autre personnage, je pêche un saumon et je mets ma lettre dans le ventre du saumon que je recouds ensuite et je le renvoie dans la rivière pour qu'il aille à quelqu'un quoi. Et en fait, là à ce moment, après un peu plus tard, c'est au tour de Génie et il y a un joueur qui dit à Génie, t'es pas cap de jouer le saumon. Ce thé pas cap, Voilà. c'est très intéressant. Le thé pas cap, il y a un peu de ça, il y a un peu une culture du thé pas cap, où on n'est pas cap quoi. Et du coup, je dis bah ok, pas de souci, je joue le saumon quoi. Alors des fois ça a marché, ça a marché pendant un tour où elle a réussi à jouer le saumon et a quand même envoyé des lettres aux autres. Enfin, c'était assez mindfuck la façon dont on s'y est pris, mais il est arrivé. Mais après les tours suivants, elle a continué à jouer le saumon, mais elle n'arrivait plus à envoyer de lettres. Donc il y a des moments, et il y a cette notion, c'est presque, si tu veux, le jeu en performance, c'est un peu une tour de Jenga, c'est-à-dire qu'on empile des trucs et tout, et des fois il y a des moments où ça pète en fait. L'idée c'est de réussir à empiler le plus haut sans que ça pète quoi, mais on flirte toujours avec le point de rupture entre guillemets quoi. Alors ça, dans la Valentin. performance en vibration surtout quoi. Quand justement il y a ce jeu en performance avec les autres qui jouent aussi en performance, parce que dans une performance unilatérale, tu peux te fixer ton exigence et la respecter simplement pour pouvoir faire un chouette show quoi. Valentin, tu voulais non? C'était juste pour compléter. D'accord, ok, très bien. Est-ce que ça répond vraiment à ta question, Antoine? Ouais. Ah bah oui, complètement. Mais c'est intéressant de voir l'état d'esprit et l'attitude qu'il y a là-dedans. On avait déjà parlé un petit peu en préparation, mais moi de plus en plus, ça me fait beaucoup penser à des pratiques qu'il peut y avoir dans d'autres médias autour du speedrun par exemple. Très intéressant. plutôt- Il faut que tu ailles au bout de Ouais. cette analogie, Antoine. Ou peut-être plus du power play en général, parce que j'ai l'impression qu'il y a une idée de. Alors le fait Alors, qu'est-ce que c'est le super play? Qu'est-ce que c'est le Ouais. speedrun? Il faut Alors, peut-être expliquer. c'est de façon générale des pratiques où le but, une bonne façon de l'expliquer, c'est de dire, t'as fini un jeu, t'as déjà joué tel Un que jeu vidéo, hein. un jeu vidéo, tel que les règles, t'as fait l'expérience normale, tu vois, classique, Fini Mario 4. fini. Et tu vas chercher à renouveler ton expérience différemment en te fixant des challenges divers et variés. Alors la forme la plus courante, c'est le speedrun, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible. Mais il y a des contraintes qu'on peut se fixer qui sont pas de l'ordre qui sont pas sur un critère aussi chiffré pur, mais ça peut être des contraintes. Il y a des gens qui font des jeux en se disant, bah je vais me bander les yeux et faire le jeu en entier. 100% objets récupérés. Par exemple, tu vas prendre 100% des secrets accomplis, par exemple. Oui, des choses comme ça, Voilà. ou alors même se dire est-ce que je peux pas dans un jeu qui est pas du tout fait pour un jeu d'action hyper bourrin, essayer à chaque fois que je tue des gens que le sang sur les murs ça fasse des cœurs ou tu peux inventer des tas de trucs à la con. Pour c'est un exemple un peu foireux. Thomas se prend la tête en mode qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, ça m'est venu. Bon bref, mais il y a cette On pourrait idée faire ça à Hotline Miami. assez intéressante de détourner complètement le truc, parce que dans le speedrun, plus ça va, plus une communauté donnée autour d'un jeu fait évoluer les outils qu'ils ont à leur disposition, plus ils pètent les limites du jeu, plus ils exploitent des bugs, des choses comme ça, plus ils jouent avec la tour de Jenga et ils sont à la limite de la faire s'écrouler pour se dire après cool. Cette notion de hacker le jeu quoi. Ouais, c'est une notion de hacker le jeu. Et où là, le fait de ne pas jouer au jeu, mais de jouer avec, est aussi assez pertinent. Et l'idée que c'est une pratique le jeu en performance, c'est peut-être un peu les hardcore gamers du jeu de rôle. Alors attends, Dans il y a un un petit sens, truc. J'ai vu Valentin commencer à saisir dans son micro. Est-ce que toi aussi ça t'a fait tiquer le mot hacker le jeu? Non, c'est pour ça que tu. Non, mais vas-y, Ok, je te laisse, alors moi développer, j'ai un élément là-dessus. Je trouve pas qu'un speedrunner, un super player, il hack le jeu. Parce que les règles du jeu sont toujours les mêmes. C'est juste qu'il trouve un moyen, une faille Ouais. à exploiter dans celle-ci pour péter le jeu. Du coup, on avait l'analogie Mario Maker. Voilà, ouais. Et aussi. Alors non, Mario Maker, c'est encore différent Tu fais parce du que speedrun les dans Mario règles. Maker. Oui, mais mais alors attends, parce que les règles de Mario Maker, c'est justement de pouvoir actionner avoir de la liberté sur le code. J'aimerais qu'on prenne un jeu vidéo comme Zelda Ocarina of Time ou Zelda 3, qui est un très bon exemple à mon avis. Zelda 3, donc il y a un jeu avec un ensemble de règles qui sont fixées sur une cartouche. Il y a des gens qui jouent à Zelda 3.
comme l'expérience attendue par ces auteurs, c'est-à-dire ils se baladent sur la carte, ils trouvent les premiers objets, ils font les donjons dans l'ordre, etc., etc. Ce que signale Antoine, c'est des joueurs qui vont dire bon bah maintenant on va se fixer une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire que là, ça c'est une contrainte qui n'est pas une règle de la cartouche, c'est une contrainte qui arrive. Les joueurs se la fixent eux-mêmes et disent on va le finir le plus rapidement possible. Alors là, donc il y a les premiers joueurs qui commencent à le faire en optimisant les donjons, etc. Et puis à un moment, il y a un mec qui découvre un bug. Quand on rentre dans le premier palais, il y a la porte en fait. Si on fait une certaine action avec la manette, on passe sous le sol du palais. Et là, par contre, là en fait, les mecs, on se pose la question à ce moment-là, mais est-ce qu'ils jouent toujours à Zelda 3 ? Parce que est-ce qu'il joue toujours à l'expérience que l'auteur en attendait ? Pas vraiment, parce que là, il vient de trouver une faille dans les règles pour autant, ça reste du jeu en performance, ça. Ça reste, dans l'analogie. Parce que il a rajouté une contrainte qui est, non seulement je vais finir le jeu rapidement, mais en plus, la façon la plus what the fuck, il y a à côté, sans en ayant absolument rien à foutre de ce que l'auteur attendait du jeu, mais en faisant vraiment uniquement en explorant les failles systémiques de la cartouche. Et donc, vous voyez, mais tout ça, c'est du jeu en performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a rajouté des contraintes qui sont pour un tout petit peu compléter ce que tu dis, c'est cette phrase vraiment qui est à mon avis clé, c'est mon exigence comme résistance. Ouais, absolument. C'est-à-dire vraiment l'exigence que je me fixe moi-même en tant que joueur en performance, c'est ce qui va me permettre de jouer. C'est la résistance au sens presque de résistance asymétrique de Frédéric Santès. Exactement. Mais alors pourquoi c'est pas un hacker le jeu ? Parce qu'on n'a pas changé les règles sur la cartouche. Hacker le jeu, c'est pas continuer à jouer avec c'est hacker le jeu, c'est concrètement ouvrir la cartouche et changer les connexions, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, on peut le faire en jeu de rôle, ce qu'on peut pas faire en jeu vidéo. Et c'est là que la limite, à mon avis, de l'analogie, la limite de l'analogie, on la touche ici. C'est que dans le jeu de rôle, on peut ouvrir la cartouche, on peut aller changer les règles que Romaric a mis dans le livre de Sens, alors que dans le jeu vidéo, eh bien, c'est pas. Là, je vois que tout le monde a envie de réagir. Valentin, Thomas. C'est très très rapidement. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le speedrun, c'est il y a au moins deux familles. Il y a le tool assisted speedrun. Celui où on va utiliser effectivement l'ordinateur comme une manière, par exemple, d'appuyer de manière répétée sur un bouton, ce qui va nous permettre de débloquer une situation, de pouvoir voler complètement au-dessus du niveau. Et une pratique qui est sans tool assisted speedrun, c'est-à-dire moi tout seul, avec mes compétences neurocognitives, avec ma manette et ma cartouche, je vais aller le plus vite possible. Et il y a des gens qui veulent justement ne pas faire de tool assisted speedrun puisque c'est une performance complètement différente. Bah oui. C'est leur exigence à eux, c'est leur résistance. Donc. Exactement. Alors j'avais deux réactions, j'ai essayé d'être rapide sur le hack pas hack. En fait, je suis pas sûr que tu sois tout le temps en train de hacker le jeu quand tu fais du jeu en performance. Quand je donne l'exemple, non, justement pas, c'est ce que je voulais dire. Quand je donne l'exemple de la partie d'Influenza où on fait du jeu épistolaire, en réalité, on ne touche absolument pas au moteur du jeu. Ah, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, non, mais justement, je reformule. C'est juste que dans le jeu de rôle, c'est permis, alors que dans le jeu vidéo, ça l'est pas. C'est je pointais juste une limite de l'analogie. Ce que je veux nuancer, c'est que le jeu en performance en jeu de rôle, le jeu de rôle en performance, eh bien, il ne hack pas toujours le jeu. Par contre, il y a des cas de jeu de rôle en performance où il y a clairement un hacking du jeu. Par exemple, Félix, c'est vraiment un fan de cette optique-là. Par exemple, il va mélanger le système de Into the Odd, qui est de l'OSR, avec Dragonfly Motel, qui est un jeu hyper onirique, il va mélanger le truc. Ou à un moment, il joue, autre partie où il joue à Into the Odd, et en fait, avec le jeu sur tablette, en PDF, quoi. Et puis donc, il affiche le plan du donjon, on joue sur le plan du donjon, puis après en fait du plan du donjon, après les personnages se mettent à jouer dans le texte du jeu. Ouais. Tu vois, et après il se met à changer de PDF, donc il se retrouve à jouer dans le texte d'autres jeux de rôle. Voilà, ça devient complètement il rencontre les auteurs du jeu de rôle, tu vois. Là, il y a un côté alors tu vois, le jeu en performance parce que le jeu en performance, on peut dire du coup, si on suit l'analogie d'Antoine, qu'il existe dans le milieu du jeu vidéo. Mais le jeu en performance dans le jeu de rôle dispose d'outils que les gens qui font du jeu vidéo n'ont pas. Parce que dans le jeu de rôle, les joueurs peuvent ont la capacité intellectuelle ont toujours la capacité intellectuelle d'ouvrir la cartouche. Tu vois ce que je veux dire, et d'aller modifier. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pour ça que le truc de hacker le jeu, c'est vraiment. Tu peux aussi penser quand même au mode dans les jeux vidéo. Dans le sens où il y a des communautés de modeurs qui vont créer un jeu spécifiquement pour après y jouer d'une certaine manière, tu vois.
Voilà. Mais j'aimerais qu'on reste maintenant, Ouais. une fois qu'on a vu les limites de l'AMG, on reste dans le jeu de rôle maintenant, on repasse Ouais. dans le jeu de rôle. Alors, juste Thomas. pour rentrer dans le jeu de rôle, en faisant quand même le pont, quoi. Quand on parle de super player, de speedrun et tout, on voit tout de suite la notion de skill, quoi. Il y a une performance kinétique, aussi une performance intellectuelle, de trouver les glitches du jeu, de jouer avec les bugs du jeu. Skill dans le contexte de la performance. Ce n'est Alors, pas attends, un skill attends. en soi. Justement, ouais, mais il y a aussi le truc, c'est que en fait, le problème du terme jeu en performance, c'est qu'en fait, on devrait appeler ça, je pense, le jeu en performance artistique. Ce serait moins confusant, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont faire, par exemple, de l'old school Renaissance en jeu de rôle. Ils vont dire, je joue en performance parce que tu vois, j'ai choisi un système où j'ai pas de compétences de personnage, donc tous les problèmes, je les règle au roleplay avec mon intelligence de joueuse, plutôt que de laisser la fiche de personnage résoudre les problèmes à la place. Tu vois, là, je fais preuve d'une performance. Et en fait, Eugénie, elle dit oui, mais ça, Non, c'est pas c'est une ça. performance Sportive. Faut pas managériale ou confondre la performance sportive. sportive Voilà, et la c'est ça. performance artistique. En fait, donc là, on parle bien du jeu en performance artistique. Mais moi, je ne te parle que de ça. Ouais. Je te dis, le skill ne se définit Ouais. qu'en fonction de la performance artistique exigée au départ. Et d'ailleurs, je vais faire un tout petit Le bon coup ouais. et le mauvais coup ne dépend que de l'exigence physique. Je vais faire un tout petit crochet du coup parce que j'ai parlé de l'OSR. Il y a un article où Eugénie explique comment elle joue à l'OSR. D'ailleurs, elle appelle ça l'OSR l'OSR d'Eugénie. Et en fait, son idée, elle me corrigera si je me gourre, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand elle joue à l'OSR, ce qui compte pour elle, c'est d'analyser les codes du genre. Et puis en fait, du coup, on parlait de jouer la joueuse. Je pense qu'elle dit, je vais jouer comme si j'étais Steve, un joueur qui joue Alex Geneva en 1975, et il jouait comme ça. Et donc, par exemple, dans son inventaire, elle a un chapeau. Et si tu veux, les autres joueurs lui disent, alors par exemple, elle fait du player skill entre guillemets quand elle fait de l'OSR, elle dit ouais, j'essaye de résoudre les défis, tu vois, je mets pas mon personnage dans ma mouise volontairement, je joue vraiment la survie, mais elle le fait pas parce qu'elle a la volonté de gagner le jeu, elle le fait parce que c'est les codes du genre. Donc déjà, c'est en fait, quand tu vas l'observer jouer, tu dis en fait elle joue OSR comme tout le monde, mais en fait dans son intention, l'intention est différente déjà. Et puis par exemple, donc elle a un chapeau dans son inventaire, la table lui dit t'as un chapeau, décris-moi ton chapeau. Elle fait attends, c'est juste un chapeau. Parce qu'en fait, elle se dit dans les codes du genre de l'OSR, Steve en 1975, il va jamais décrire son chapeau parce qu'à l'époque, c'est vraiment pas un enjeu, on narre pas. Et d'ailleurs, je vais faire un tout petit crochet sur la jeunesse du jeu en performance parce que je pense que ça a une histoire. Déjà, il y a une histoire avec les premiers blogs des articles de génie, avec le théâtre d'impro, mais il y a une histoire qui commence en fait dès les prémices du jeu de rôle. Alors c'est évidemment pas la même forme de jeu en performance, mais en fait, si on voit par exemple, alors je crois que c'est Corey David qui avait fait au colloque, elle avait fait une intervention sur le roleplay, expliquer c'était quoi le roleplay. Et en fait, si tu veux, au début de Donjons et Dragons, on peut estimer que si tu veux le roleplay, c'est une première forme de jeu en performance. C'est-à-dire qu'au départ, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas de roleplay, c'est des personnages pions. En fait, c'est un wargame quoi. Et il y a des joueuses qui se sont dit, tiens, moi la contrainte que je vais me donner, c'est que je vais donner une personnalité à mon personnage et je vais parler comme si j'étais le personnage et je vais faire du théâtre avec mon personnage. Et d'ailleurs, à l'époque, ça n'a pas forcément été au goût de tout le monde. Gary Gygax détestait le roleplay. Ce concept, pour lui, il en fallait pas du roleplay quoi. Très très bien. Ouais, excellent. Alors, j'aurais quelques limites à souligner là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir par la suite quand on va parler justement de attention aux étiquettes de quand il jouait déjà en performance. Mais oui, mais le problème c'est que le jeu en performance n'existe que depuis que Génie l'étiquette, tu vois, dans la controverse rôliste n'existe que depuis que Eugénie Félix l'ont vraiment appliqué comme ça. Pour moi, tu peux la dater. Enfin, ça a quand même un historique. Ça vient pas de. Oui, mais attention de nulle part, à ne pas coller des étiquettes sur des pratiques qui existaient avant. Parce que regarde, je te donne un exemple. En préparation de ce podcast, on citait la façon dont Morgane et Maxime maîtrisent Sens en WMJ. Tu te souviens de ce débat ? Et donc on disait, regarde, en fait, ils jouent en performance. Et je vous ai dit, attention, eux-mêmes, à l'époque où ils le faisaient, vu que le terme n'existait pas, ne se disaient pas jouer en performance eux-mêmes. Et c'est très important, parce que ça permet comme ça... Parce que si on dit « ils jouaient en performance », on comprend... le problème, c'est que ça réduit leur activité à ça, et on ne peut pas la réduire à ça, parce que par ailleurs...
en dehors de leur performance. L'intention de la joueuse est importante. Voilà, ils n'avaient pas l'intention de jouer en performance puisque ça n'existait pas comme type de concept. Maintenant, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir l'intention de jouer en performance. Et ça va être très intéressant, tu vois. Enfin. Est-ce que je peux juste déplier ton exemple de Maxime et Morgan? Alors oui, je finis. Okay. Juste, c'est que on a vu aussi qu'ils jouaient parfois avec les règles du jeu en respectant à proprement parler le système tel qu'il l'imaginait et sans être dans donc ils jouaient pas toujours en performance. Ils avaient des moments où ils jouaient. Je veux juste préciser quand même, Valentin. on peut jouer en performance en respectant totalement les règles du jeu. Oui, absolument, c'est ce qu'on a dit. Les règles, c'est un des éléments, un des actionnables possibles. Le hack est un des actionnables possibles. Mais... oui, c'est vrai que ça pourrait laisser entendre ce que j'ai dit que c'est pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'étaient pas toujours dans la performance artistique. Il y avait des moments où ils laissaient, où ils se contentaient juste d'appliquer, tu vois, sans avoir, disons que les exigences changeaient, tu vois. Ça, c'est un truc qui est très important et que alors, du coup, on change de sujet un peu là, mais c'est l'idée que jouer en performance, c'est pas quelque chose non plus d'essentialiste. Il n'y a pas des joueurs en performance. Non, ouais, vraiment, c'est important. C'est comme dans la théorie GNS. Il y a des moments, en fait, pendant lesquels le joueur, la joueuse choisit de jouer en performance. Et d'ailleurs, la nature de sa performance va pouvoir varier pendant la partie. Il y a des moments où on joue plus ou moins en performance. Enfin, tout ça, c'est compliqué. C'est une pratique, encore une fois, qui est complexe. Donc, il ne faut pas la réduire, tu vois, et la simplifier non plus. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je juste redéplier sur l'exemple de Maxime et Morgan, parce que quand on a discuté en préparation, c'était plus précis que ça. Donc, Maxime et Morgan, ils jouent à Sens Renaissance, et quand il y a notamment les moments de dialogue entre deux PNJ importants, en fait, ils vont littéralement faire du théâtre, en fait, pour faire le dialogue entre les deux PNJ, quoi. Exactement. Et donc, on peut se dire, c'est une hypothèse, quand tu regardes, supposons qu'on les regarde faire, on peut se dire, hypothèse, qu'en fait, là, ils sont en train d'utiliser un des actionnables du jeu en performance qui est avoir un discours sur le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, ils font du théâtre pour jouer les cinématiques de Sens, donc en fait, ils accentuent l'effet de mise en abîme qu'il y a dans Sens, tu vois, et en fait, ils produisent un discours sur le jeu de rôle. Mais ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire sur leur intention. Mais ça se trouve, Maxime et Morgan, en fait, en ce moment-là, ils sont juste envie de dire, on a juste envie de rendre ça plus cool, faire un peu de spectacle. Alors, entre guillemets, produire un spectacle, c'est un des actionnables du jeu en performance, mais du coup, il manquerait quand même l'actionnable avoir un discours sur le jeu de rôle. Donc, du coup, à nouveau, juste observer des joueuses ne permet pas forcément de déduire qu'elles sont en performance. Et une toute dernière chose, c'est sur le débat chronologique. En fait, dans le jeu en performance, il y a aussi une obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'avec Felondra, il parle souvent de la notion de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te fixes une contrainte, tu sors de ta zone de confort, mais en fait, une fois que tu maîtrises cette nouvelle contrainte, c'est devenu ta nouvelle zone de confort. Et donc, je reprends mon exemple du roleplay. Quand le roleplay apparaît dans les années 70, pour les personnes qui inventent le roleplay, en quelque sorte, elles se donnent une contrainte. Et à ce moment-là, c'est du jeu en performance. Mais en fait, au bout d'un moment, ça se cristallise dans les pratiques et ça devient du sens commun de faire du roleplay. Enfin, attention, c'est pas commun pour tout le monde. Tu vas encore rencontrer des personnes qui font pas de roleplay parce qu'elles aiment pas ça ou parce que ça leur est inaccessible. Mais n'empêche que ce serait aujourd'hui assez malvenu d'étiqueter le roleplay comme étant du jeu de rôle en performance, parce que ça, c'est devenu finalement, c'est rentré, on va dire, dans la zone de confort globale des rôlistes, quoi. Très bien. Question, alors on continue, on développe. Question que j'ai envie de vous poser autour de cette table, qui vraiment, là on va toucher vraiment au cœur des débats, parce que je pense qu'on a assez bien présenté la pratique telle qu'elle est, telle qu'on la comprend. C'est tout ce qu'on peut faire, parce qu'il faudrait, encore une fois, la meilleure manière de comprendre cette pratique maintenant, pour vous, c'est de la pratiquer, c'est d'essayer, voilà. Donc, alors, maintenant, petite question. Quand je joue, imaginons par exemple, donc j'ai acquis la base de Sens, d'occasion, parce que quelqu'un détestait ce jeu, donc j'ai récupéré la base de Sens et je me dis ce soir on va jouer à Sens. Récupéré dans une poubelle. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Donc j'ai récupéré par hasard la base de Sens Renaissance. Je me dis ce soir on va jouer à Sens. Donc j'arrive avec les règles de Sens et tout. Je commence à les présenter aux joueuses autour de la table et elles me disent non, ce soir en fait, ok, on va se
saisir de l'occasion des règles de sens pour jouer en performance. Et alors, elle rajoute un certain nombre de contraintes du style, on va par exemple jouer, justement, sans jamais faire référence à aucun objet non fictionnel. C'est-à-dire, on va surinterpréter la règle de sens de l'immersion négative. On va vraiment pousser tous les curseurs à fond, quoi. Et y compris pour le MJ. Ça va être extrêmement difficile. Voilà, donc on va se fixer des exemples. La question que j'ai envie de vous poser, c'est ces gens jouent-ils à sens ? Là, c'est une question théorique. Je suis assez mal à l'aise parce qu'en fait, là, ça rejoint la définition de ce qu'est sens le jeu. Je pense qu'en fait... il se trouve que l'auteur est là, justement, du jeu. C'est pour ça que je cite cet exemple-là, parce que comme ça, je vais pouvoir vous dire mon avis après. Ouais. Je pense que c'est une question qui est pas si pertinente que ça du point de vue du jeu en performance. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, une réponse qui me permet de botter en touche, mais qui est quand même importante, c'est que on se pose pas la question de savoir, quand on joue en performance, si on continue à jouer au jeu ou pas, en fait. Mais bien sûr. Tu vois l'idée ? Mais bien sûr. Donc après, c'est plutôt une question Alors, théorique. Je vais juste te dire, Valentin, quoi. que je connais le non-sens de cette question, mais que je suis sûr que plein de gens vont se la poser. Ok, d'accord. Donc je fais volontairement le naïf. Puis il y a un énorme paradoxorite dans cette question aussi. Exactement. C'est forcément très étape Évidemment. par étape, et à partir de quand tu vois, là, c'est comme dans le speedrun, à partir de quel moment t'as suffisamment modifié les trucs, c'est extrêmement flou. Donc Voilà, c'est très complexe en fait comme question, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se la poser, tu vois. Ils vont se dire, mais attendez, par exemple, c'est quelque chose. Enfin, alors, on pourrait dire, première étape, l'autorité de l'auteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'auteur qui va dire. Ça, c'est une première manière de voir les choses. On peut dire, on va demander à Romaric Briand, il se trouve qu'il est là sur le podcast. Alors, regarde, cette partie de sens, alors toi, est-ce que tu reconnais tes petits ? Tu trouves qu'il joue à sens ou pas ? Et là, donc, je regarde la partie, et puis, effectivement, c'est un cas limite, comme vient de le dire Antoine, c'est un peu particulier quand même, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Mais moi, en fait, en tant que Romaric, je dirais qu'il joue à sens. Parce que, tu vois, il fixe le curseur de l'immersion négative, et puis quelque part, j'avais quand même derrière... Après, il y a l'autre truc, mais Romaric, c'est pas toi qui as l'autorité pour dire ce que c'est qu'une partie de sens. C'est l'ensemble des gens qui jouent à sens qui se prononceront sur ce qu'est une partie de sens ou pas. Et donc, du coup, il faut se retourner vers les joueuses à ce moment-là et leur dire, est-ce que vous avez la sensation de jouer à sens ou pas ? Eugénie, Félix... Il y a un paradoxe dans ta phrase. De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, Thomas ? Je t'ai pas C'est entendu, l'ensemble des personnes qui jouent à sens qui doivent dire si elles jouent à sens. Oui, c'est vrai. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'ensemble des gens qui... oui, putain, c'est génial ce que tu viens de dire. Ouais. Oui, c'est un Cette phrase paradoxe. est absurde, quoi. Ouais. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire néanmoins ? C'est-à-dire que c'est l'ensemble des gens qui utilisent la base de sens pour jouer et faire une activité. Mais comment on peut dire qu'elles utilisent la base de sens ? Alors en fait, Voilà, pour c'est ça, sortir du exactement, paradoxe, c'est un truc très simple, c'est Valentin. l'ensemble des gens qui disent jouer à sens, qui ont autorité pour dire effectivement ce Ce que qu'est c'est. sens, voilà, exactement. Merci Valentin, c'est mieux formulé comme ça, merci. Et t'as très bien compris ce que je voulais dire. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire, voilà, c'est pas l'auteur qui doit juger s'il joue à sens ou pas, c'est aux gens de décider s'il joue à sens ou pas. Très bien. Est-ce que c'est le moment de mettre le doigt sur la mort de l'auteur et le player does matter, quoi ? Je pense qu'on a bien compris. Enfin, moi, je veux bien, mais alors dans ce cas-là, on part sur un autre podcast. Donc, je pense. Enfin, du coup, on part sur le podcast sur le système. En fait, c'est une manière de répondre à ta question et de parler du jeu en performance, je crois. De parler de Player Does Matter et de mort de l'auteur. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a cette expérience de pensée là que tu nous proposes, le joueur en performance, il va dire, moi, potentiellement, il peut dire le qualificatif de je joue ou pas à ce jeu-là. N'est pas pertinent pour moi, voilà, pour cette ça. partie-là, à ce moment-là. Ce qui va compter, c'est notre expérience ici, autour de la table. Exactement, On va construire. En fait, ils s'en foutent de jouer à sens ou de ne pas jouer à Oui, sens. alors ça dépend, parce que après, il y a des subtilités. C'est-à-dire que tu peux dire, nous allons respecter le texte du jeu, la base, dans ses détails, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. En te fixant cette exigence pour résistance. Voilà. En plus, quoi, tu peux dire très très bien, ou alors parce que on pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire, on pense que par exemple, en jouant à Influenza, en respectant vraiment bien les règles d'Influenza, ça va produire une partie qui nous plaît. Et en plus de ça, on va rajouter des tonnes d'effets, etc. On va rajouter plein d'éléments supplémentaires. Et c'est plutôt ce critère-là, en fait, qui est au cœur, à mon avis, de cette pratique. Je sais pas si ça répond un petit peu à ta question. En fait, c'est juste pour lever la question. C'est en fait et laisser ensuite. Moi, je laisse ensuite les auditeurs
se faire une opinion. Parce que moi, j'ai mon opinion, si tu veux, Valentin. Mais si tu veux qu'on rentre dans mon opinion personnelle... Moi, elle m'intéresse à titre personnel, en tout Elle cas. t'intéresse mon opinion? Ouais. Bah, moi, je pense qu'il vaut mieux en faire un podcast parce que pour pouvoir présenter mon opinion personnelle, il va falloir que je te développe des concepts théoriques très très précis. Dont je t'ai déjà parlé, hein, le fameux système idéal et le système imaginé et le système de la forge. Et à ce moment-là, on va rentrer dans un podcast qui va être tout à fait différent. Et uniquement pour te donner mon opinion personnelle. Est-ce que ça intéresse les auditeurs? Je ne crois pas. On est là pour parler du jeu en performance, pas de ce que Romaric en pense. Et vraiment, enfin, il y a une différence, à mon avis, de taille à faire ici. Thomas, tu voulais intervenir? Ouais, justement sur ton exemple qui est super intéressant là, des joueuses de sens qui décident, on décide d'être plus royaliste que le roi et on va jouer la règle de l'immersion négative, mais à fond les ballons. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que le MJ nous reprenne. En fait, on se discipline à mort, mais enfin, on fait du surjeu. Enfin, le surjeu, ça peut être une grammaire du jeu en performance entre guillemets, quoi. Du moment que ce jeu outré est accepté par tout le monde. Alors, en fait. Il faut voir, si tu veux, le livre de base comme un ensemble de règles. Et par exemple, si on prend le manifeste jeu de performance, alors le terme manifeste n'existe pas, mais si tu prends en fait l'article, le jeu de rôle en performance, puis j'ai envie de dire tous les articles précédents de Génie, tu vois quand même que ça forme un ensemble de règles. Alors c'est des contraintes créatives, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'utiliser toutes les règles, c'est un peu quand même une boîte à outils, puisqu'on a dit des fois tu peux faire du métalangage, mais t'en es pas obligé toujours, quoi. Mais grosso modo, c'est un peu comme un ensemble de règles, des règles transversales au livre de base et qui viennent se clipser à la base en fait, pour produire la partie. Bon, en plus d'autres éléments tels que le groupe de joueuses, des choses comme ça, quoi. Et l'autre truc que m'inspire ton exemple en fait, c'est que par exemple le cas que tu précises, c'est pas du jeu en performance ultra pur. Je vais te dire pourquoi. Parce que par exemple là typiquement t'as une démarche immersionniste. Le fait de justement masquer tout le méta et tout, et du coup ça empêche. Ça empêche. Alors on pourrait dire qu'au contraire, si ça en parle énormément, mais ça empêche une des contraintes créatives habituelles du jeu en performance, qui est de faire un discours sur le jeu de rôle, de jouer avec les mécaniques, de faire du métalangage tout le temps. Parce que justement, tu vas t'interdire le méta. Okay. Donc on pourrait se dire, généralement on pourrait se dire, les immersionnistes ne veulent pas du jeu en performance. Mais en même temps, ceci dit, le fait que tu décides d'être plus royaliste que le roi, et de jouer l'immersion à fond, mais pas parce que t'aimes l'immersion, mais parce que tu te fixes ça comme contrainte créative. Et encore une fois, l'intention est importante et les observables ne suffisent pas. Et ben finalement, tu produis un discours sur le jeu de rôle. Et donc finalement, on croirait que tu coches pas la case, mais en fait, tu la coches. D'accord, très bien. Alors, tu me permets de faire une transition magnifique vers un autre élément dont j'avais envie de vous parler. C'est que souvent, on pense que le jeu en performance, que jouer en performance voudrait décrire la pratique du jeu de rôle. La pratique du jeu de rôle. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que une pratique une partie de jeu de rôle n'est pas en elle-même l'occasion de faire une performance artistique. Ou en tout cas, plus exactement, une partie de jeu de rôle n'est pas une performance artistique en elle-même. Ce n'est pas l'essence de la partie de jeu de rôle que de l'être. Qu'elle soit investie d'un sens, d'une intention, ouais, tout à fait. Alors là, il y a débat parce qu'il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent pour dire que le jeu c'est de l'art. Du coup, le jeu de rôle c'est de l'art. Donc en fait, du moment que tu joues à une partie de jeu de rôle, tu fais de l'art, quoi. Alors oui, mais en fait, si tu vas vers ces extrêmes-là, Thomas, à mon avis, tu tombes dans l'idée que, alors dans ce cas-là, toute activité quelle qu'elle soit peut être une partie de jeu de rôle. Par exemple, tu vas à l'église et tu te dis, aujourd'hui, je vais aller à l'église en me disant, je vais exiger que je vais faire chier le prêtre, quoi. Je vais tousser, je vais l'emmerder, etc. Tu préviens personne autour de toi et tu vas le dimanche... Même pas capable de faire chier le prêtre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, le problème, si tu veux, c'est que toute activité est l'occasion de faire une performance artistique. Pas uniquement le jeu de rôle. Mais ça c'est une réalité. Et c'est une réalité, ça. Toute activité est effectivement l'occasion de peut-être. Donc le jeu de rôle aussi.
mais le jeu de rôle n'est pas en lui-même quelque chose qui pousse à la performance artistique. Eh ben, il y en a qui vont te dire que, malheureusement, j'ai pas les sources de sociaux ou de philosophie pour l'affirmer, mais il y a quand même des courants de pensée assez larges qui plaident en faveur de dire que juste le jeu en lui-même, est un art parce que il va avoir quand même des points communs assez forts tels que le fait de faire monde à part, par exemple. En tout cas, j'ai trouvé que dans les articles de Génie, si tu me permets, j'ai trouvé qu'il y avait une grande précaution à dire attention, c'est ma pratique du jeu de rôle. Ce n'est pas le jeu de rôle. La partie de jeu de rôle n'est pas en elle-même une performance artistique. Ouais, non, mais c'est moi qui me fixe cette exigence-là. Bien C'est sûr. ma manière de jouer, tu vois. Du coup, là, je ne te transcris pas les propos de Génie. Je te transcris des propos d'autres Oui, tout à fait, courants ouais, de pensée, ok, quoi. ouais, j'ai bien compris ça. T'inquiète. Est-ce que ça vous fait réagir cette idée-là? Non, j'ai pas l'impression. Ouais, si, bah. Je m'attendais à ce que ça vous fasse. Ouais. Après, là, je pense qu'on partirait dans les théories sur l'art, en fait. C'est-à-dire que D'accord. là, ça dépasse Un peu peut-être comme un ce que peu. Tom- Voilà, c'est ça. Ouais. Ça dépasse un peu le sujet de ce podcast-là. Je pense que ça peut être D'accord. intéressant vraiment d'en discuter. Alors, je pense qu'il y a déjà eu des podcasts du genre le jeu de rôle est-il de l'art. Il y a déjà eu des sujets comme ça, mais on pourrait continuer à en parler beaucoup sur effectivement le rapport entre l'art, les théories de l'art et le jeu de rôle. Mais pour le jeu en performance, je pense que ça dépasse un peu notre ambition ici maintenant, quoi. En tout cas, c'est intéressant parce que quand on parle du jeu de rôle en performance, assez rapidement, on se dit, parce qu'on cite les articles de Génie, on se dit, mais finalement, est-ce que le jeu de rôle en performance, ce n'est pas la pratique spécifique de Génie Bidet qu'on est en train d'essayer de décrire? Parce que comme on s'appuie sur ces articles, on est en train de se dire, mais en fait, dans le fond, voilà. Et je trouve qu'il y a une certaine forme de modestie là-dedans, c'est-à-dire de dire, bah, en fait, c'est un peu comme le scarabée de Wittgenstein. Ma pratique du jeu de rôle, bah, je peux pas faire de grandes théories sur la façon dont tout le monde joue au jeu de rôle. Je suis obligé je me regarde jouant au jeu de rôle et je ne peux que essayer, tenter au mieux de montrer, et non pas de dire. Tu vois, de montrer comment je joue au jeu de rôle. Donc il y a une vision très poétique du jeu en performance dans ce sens-là, comme tentative de montrer quelque chose qui justement est ineffable et ne peut être dit, etc. Et moi j'y retrouve mes billes de Wittgensteinien, si tu veux, là-dedans. Et donc souvent d'ailleurs quand on parle du jeu en performance, je suis désolé mais ça arrive très très souvent, les gens qui disent mais en fait dans le fond est-ce qu'on n'est pas juste en train de parler de la façon dont un génie joue au jeu de rôle? Alors, il n'y a pas que Génie. Et moi, ça me pose pas de problème. Il y a Eugénie, Félix qui sont les auteurs de ces deux articles, mais en fait, il y a beaucoup de pratiquants qui se reconnaissent en fait dans le terme et l'étiquette. C'est Eugénie qui porte la voix, notamment à travers son blog. Voilà, c'est ça, à travers son blog. Mais c'est pour ça que je te dis c'est ça. pas la pratique privée d'une seule personne. Je pense que c'est un peu Thomas. Oui, mais toi, regarde, reconnaît quand on dedans. en discute en profondeur avec ces personnes, ils ont des désaccords entre eux après. Ouais, bah justement, j'aimerais bien qu'on aille là-dessus. Bah, pour citer des exemples Thomas. comme dit Valentin, tu vas aller sur le blog Une pincée de fel de Felondra et il va présenter son approche du jeu en performance. Concrètement, pour ma part, je pense qu'aussi j'ai eu mon propre journal de jeu en performance avec un corpus en fait de compte rendu de partie avec ou sans Eugénie. Et où il y avait du jeu en performance c'est la façon de jouer de Génie, mais en plus elle s'inscrit quand même dans une communauté. Encore une fois, il y a on peut retrouver aussi des chronologies, en fait des références culturelles quoi. Ouais. Typiquement Eugénie, c'est le théâtre d'improvisation. Ouais, tout à Il y a fait. des règles qui sont directement apportées du théâtre d'improvisation, comme le fait de ne pas cabotiner, le fait de jouer l'impact, c'est-à-dire tout ce qui est dit est vrai, est lourd de sens et on doit réagir, tu vois, de jouer au service des autres, ainsi de suite. Donc des choses qui sont quand même très codifiées avant Eugénie, quoi. Merde, bah vas-y, j'ai perdu le fil. Donc En fait, ce que tu dis, Valentin. ça me fait énormément penser à finalement un courant artistique. Dans le sens où Oui, voilà, il y aurait c'est ça. un courant artistique avec un nom, par exemple le surréalisme. Ouais. Mais en fait, chaque surréaliste va s'approprier vraiment Et c'est ce que tu disais, Thomas. le c'est que- courant d'une certaine C'est manière. que chacun hérite Voilà. de son histoire, tu vois, Ouais. son Et histoire. tout le monde va pas dire on est tous des bons petits soldats du Voilà. surréalisme et on fait tous la même chose. De la même manière, il n'y a pas Mhm. des bons petits soldats du jeu en performance qui font tous exactement la même chose. Chacun a vraiment sa patte vraiment artistique en fait. Il n'y a pas une prétention surplombante de cette, tu vois, il n'y a pas Non, une non, idée non. que tout le monde joue comme ça, tu vois. Chacun essaye de dire, bah, moi, c'est comme ça, c'est le jeu de rôle tel que je l'ai trouvé, hein, pour reprendre des expressions wittgensteiniennes. Et du coup, dans le courant, effectivement, on peut observer des lignes de faille.
Par exemple, j'ai le sentiment, bon après il me corrigera si je dis des bêtises, mais j'ai le sentiment que par exemple Felondra est très bon après Eugénie et compagnie le font pas mal aussi, mais Felondra est quand même très axé sur le casting. C'est-à-dire que l'idée c'est que on va composer la table pour avoir que des joueuses en performance. La composition des tables de D6 plus cool est aussi axée sur cette idée-là qu'on va faire un casting de joueuses. Et là, je vais rentrer dans le dark side du jeu en performance. Ah, je t'en prie. Donc, je vais vous, Qu'est-ce que c'est que alors, ça je vais Qu'est-ce vous, que tu je vais vas vous nous renvoyer, je vais encore faire de la pub parce que voilà, c'est mon coup de cœur forever, quoi. Le mémoire d'Axel Cazeneuve, identité alternée et réalité partagée sur le GN et notamment le GN expérimental, émotionnel, tout ça. Et donc, elle fait une longue étude, en fait, sur la base de son observation participante. Elle fait une longue étude d'un GN qui s'appelle Une tranche de toi, qui est dont l'orga autrice est Mélanie Charrue. Mélanie Charrue, elle a une culture du théâtre d'improvisation et donc elle va entre guillemets former ces joueuses avec vraiment vraiment des intentions de leur faire du jeu en performance, avec par exemple des choses du genre une tranche de toi, donc c'est un gène émotionnel où il va assez tragique, où il est dramatique, censé se passer des trucs assez durs, mais aussi Mélanie Charrue est vraiment axée sur l'interprétation. Et donc c'est un gène tu peux refaire plusieurs fois. Et donc en fait, elle va faire plusieurs fois le même gène à la même équipe pour en fait de plus en plus améliorer leur jeu. Enfin le truc c'est par exemple elle va dire par exemple elle dit Axel, ton personnage s'en sort toujours par les sarcasmes, il faut que tu varies en fait. Il faut que tu fasses autre chose quoi. Donc que tu changes ta palette d'interprétation quoi. Il y a aussi sur des gènes tels que ça, mais d'autres gènes un petit peu de la même mouvance, hein, on va dire ce qu'on appelle les gènes Ashwin, hein, un petit peu trivialement. Il y a cette idée que si tu veux, la bonne joueuse, c'est celle qui peut pleurer sur commande ou qui est capable de se mettre dans une émotion facilement pour pleurer des torrents de larmes. Et qu'en fait, les orgas recruteraient, tu vois, en priorité ces joueuses-là. Et en fait, se pose alors il y a déjà il y a une double se pose la question de est-ce qu'on n'aurait pas une forme d'élitisme, voire de validisme dans l'approche, en fait, dans le fait de faire. Le validisme, c'est quoi ? Le validisme, si tu veux, je sais ce que c'est, mais bon. Oui. Alors, voilà, attention. C'est le fait. Attention, je précise que je me considère pas comme concerné parce que je suis. Moi non plus, je suis pas expert. Étant valide, c'est en fait, je pense que c'est pas aux valides de s'exprimer sur le validisme. Bon. Non, laisse-moi me tromper parce que les gens me détestent déjà. Toi, ils t'aiment bien, ce serait dommage de tout gâcher. Le validisme, c'est le fait de sélectionner des gens sous contraintes de propriété qui sont massivement considérées comme étant positives, etc., et d'exclure tout un tas de personnes. Alors du coup, je pense que validisme en fait est pas le bon terme. Je pense qu'il faut plutôt parler d'élitisme, parce qu'en fait, tu peux des personnes communément admises comme valides vont pas du tout être des bonnes joueuses en performance. Elles vont pas du tout avoir la capacité d'être des joueuses en performance et du coup elles vont être écartées du casting. Donc c'est plutôt dans l'idée du casting, c'est plutôt que c'est une démarche élitiste parce que Mélanie Charrue, elle fait. Mais l'élitisme mène au validisme, je pense. Je peux donner un exemple assez simple. Vas-y, Valentin. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal à jouer en performance. Parce que je suis pas, j'ai pas les techniques en fait, je m'entraîne pas, et donc en fait. Pour une partie très intense où tout le monde va jouer en vibration, moi, effectivement, je vais pas être casté pour une partie comme ça, tu vois. Après, ça me dérange pas, je suis très content parce que c'est pas mon kiff premier. Ouais. Mais donc, il y a ce phénomène-là, tu vois. C'est de ça, je pense, dont on parle, quoi. Ah oui, c'était. Ouais. Bon après, je tiens quand même à préciser que c'est un cas limite parce que je suis pas sûr que ce soit du jeu en performance parce que en plus Mélanie Charrue cherche des personnes qui bleed et pour le coup le bleed c'est pas du tout recherché dans le jeu performance. Alors, moi, le validisme, je parlais de l'élitisme possible du jeu en performance à travers cette notion. Du coup l'élitisme du GN Ashwin et il faut quand même évidemment tempérer mon propos en disant que l'élitisme dans les castings de joueuses du GN Ashwin est pas le même. Après il y a deux formes de casting si tu veux. Il y a les castings où en fait c'est juste je vais pas t'inviter parce que je sais que tu vas pas t'amuser.
Donc, Ouais, mais je sais et pas. il y a l'élitisme dans le sens où je vais pas t'inviter parce que tu es pas à notre hauteur, quoi. Je trouve que c'est vraiment un faux débat ou des faux procès. Parce qu'en fait, le jeu en performance, mon exigence et ma résistance, ça veut bien dire qu'on se fixe ses exigences, tu vois, au départ. Et donc, du coup, après, c'est pas le jeu en performance en lui-même qui serait validiste ou non inclusif. C'est la pratique de certains de ce type c'est-à-dire que c'est l'exigence de En fait, on performance peut être très élevée. élitiste, quel que soit. Mais oui, c'est ce que j'allais te dire. Quel que soit le courant. C'est comme la quoi que passion. ce soit, ouais. Bah, On tu peut peux être passionné quel ouais, que ouais, soit le c'est ça. média. Tu peux faire un casting de joueuses Voilà. immersionnistes, tu peux faire un casting de Le- joueuses OSR et puis être élitiste dans son Jouer en performance n'est pas en soi, tu vois, élitiste. Je ne crois pas. Parce que tu peux très bien te fixer par exemple, tu peux faire une performance d'un jeu de rôle en disant ce soir, on va jouer à un jeu de rôle et personne va parler. On va tous se regarder les uns les autres avec un air médusé et dépité. Je suis pas sûr que ça exige une énorme validité, tu vois, de pouvoir faire ça. On va tous et donc tu vois, c'est pas extraordinaire, tu vois, comme compétence. Pour autant, c'est une performance artistique. On peut imaginer des performances artistiques dans lesquelles justement l'idée c'est d'être Ouais. anti-performant, enfin au sens performance sportivement, tu vois ce que je veux dire? C'est l'anti-performance qui est mon exigence. Alors ça. oui, du coup, Ouais. je voulais aussi revenir sur un truc parce que il y a aussi une notion, c'est qu'en fait le terme de performance Mais oui, je sais bien. est problématique. Mais oui, Je vais te dire t'inquiète. pourquoi. Parce qu'en fait, dans le domaine de l'art, c'est quoi une performance artistique? C'est que tu vas réaliser une œuvre d'art en direct devant un public. Mais bien sûr. Et donc dans le jeu de rôle en performance, Le public, c'est sauf qu'à soi-même. limite c'est des actual play, il n'y a pas de public à part soi-même. Donc en fait, ça n'est pas une performance artistique si on va dans la grammaire de l'art contemporain, c'est un happening, ce qui est différent. Et notamment dans un happening, c'est-à-dire que si tu veux Tout à fait, si ouais. tu veux assister à l'œuvre d'art, tu es obligé d'y participer. Ouais. Et il faut savoir que le truc, alors la différence quand même dans le happening, je dirais, c'est que t'es pas obligé de faire preuve de créativité quand tu participes à un happening. Je peux très bien t'inviter à Romaric à un happening et en fait ton rôle sera juste de tenir debout Exactement. pendant que je vais te balancer un seau de peinture rouge à la gueule. Ouais, complètement. Et en fait, la Complètement. personne qui fait preuve de créativité et de sadisme, c'est moi en fait. Et toi, tu ne fais pas vraiment preuve de créativité, juste tu te prêtes à l'expérience. Ouais. Non, mais je pense que c'est vraiment un faux procès. Hein, Très bien, très très bien. C'est juste, en fait, je me dis, quand toi, Romaric, je te fixe une contrainte, surtout une contrainte à créativité faible, du genre, vas-y, en fait, on va dire que tu vas jamais parler de la partie. Ben, je sais pas si je te demande de jouer en performance parce que pour moi, il faut que ça implique ça implique une créativité de ta part. Et là, honnêtement, je te donne juste des consignes et elles sont brainless à appliquer. Pour le coup, je sais pas. Ou alors, en fait, si ça en devient, et c'est ça qui me paraît important, surtout dans les jeux en performance en vibration, ça devient si on s'est mis collectivement d'accord, dire ah ouais, on n'est pas capable de faire en fait une partie genre où on parle jamais quoi. C'est aussi pour ça que on a parlé du jeu en performance unilatérale avec les MJ, tout ça machin, mais fondamentalement, je pense que si on parle du jeu en performance en vibration, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que c'est une contrainte collective qui a été élaborée en collectif en fait. Quand c'est ensemble mis d'accord sur la contrainte et que c'est pas même si je suis le premier à en avoir déjà fait, que c'est pas une personne qui unilatéralement propose une contrainte que tout le monde va se servir, parce que dans ces cas-là, c'est juste finalement c'est une base de jeu de rôle et puis des gens l'appliquent quoi. Je suis en train de réfléchir en fait, parce que finalement, là on a, tu vois, il y a deux catégories, performance en vibration, performance unilatérale, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres formes en fait, tu vois. Modes, ouais. Voilà, ça a d'autres modes d'expression. De toute façon, moi je pense que ça va se balkaniser. Hein. Ouais, clairement. Mais en fait, le truc, c'est pourquoi c'est quand même important. Je trouve parce que qu'il y ait au moins ces deux modes-là qui soient expliqués, c'est parce que je pense qu'il peut y avoir des incompréhensions d'entrée de jeu sur le jeu en performance, en mode, mon exigence, tu vois, t'as un côté très personnel, comme si ça pouvait rester secret. Ouais. Notre exigence et notre Ben ouais, résistance c'est ça. Alors, aussi. Hein. donc oui, mais justement, ce qui est bien, c'est que Eugénie, quand elle se l'applique à elle-même, elle dit attention. Elle dit quand vous êtes en mode secret, quand vous jouez en performance de façon secrète, vous devez vous rajouter une contrainte qui est d'être au service des autres. Si tu n'as pas cette contrainte-là, ça devient malsain. Parce que du coup, je sais pas comment dire,
Enfin, ça devient. Et après, tu as le méta-jeu en performance où le contrat social, c'est le suivant. Tout le monde se fixe une contrainte. Personne ne dit la contrainte qui s'est fixée. Il faut deviner par la partie quelle est la contrainte de l'autre. Ouais, Oui, mais là, du coup, ça Là, t'es dans devient d'autres transparent finalement. Ouais. Oui, mais tu Mais vas ouais, l'idée de ce que ça C'est peut une devenir. possibilité totale. Ouais. Thomas. En fait, Eugénie, il me semble qu'elle décrit sa pratique. Notamment, on a fait un podcast, on avait fait 2 podcasts sur les voies d'Altarit, un sur le jeu de rôle esthétique et un sur le jeu de rôle social. Et Eugénie décrivait sa pratique de jeu de rôle en performance comme une démarche à la fois esthétique, donc produire une esthétique, et sociale, c'est-à-dire s'insérer en fait dans le collectif. Et jouer en collectif en fait, c'est-à-dire que on parle d'une vibration à la fois créative mais aussi vraiment une vibration humaine. Et je pense que il y a vraiment une notion d'écoute et j'irais même jusqu'à dire de care qui est importante. Et je vais prendre un exemple d'ailleurs de partie qu'on pourrait croire ratée mais qui ne l'est pas grâce en fait à cet aspect je dirais bienveillant qui me semble important en tout cas dans le jeu en performance tel que décrit par Eugénie. C'est une partie d'Inforenza qu'on avait joué à 4. Et en fait, on s'est donné une contrainte assez balèze, puisque grosso modo, donc ça s'appelle Au Nord, sous les étoiles silencieuses, Venise mortelle, Compostelle. Enfin, en fait, grosso modo, on joue une intrigue, mais avec 3 univers de jeux différents. Et en fait, l'univers arrête pas de slider en fait, Shifter. de shifter. Donc, au milieu d'une phrase, en fait, le décor va changer. On change complètement d'univers, un peu à la Dark City, quoi. Et donc, c'était quand même une contrainte assez élevée, quoi. Et sur les 4, on est 3, on arrive à suivre la contrainte. Et en fait, il y a une 4e personne qui en fait est crevée de sa semaine et qui perd pied et en fait qui n'arrive pas qui arrive tellement pas à suivre la contrainte que du coup il arrive même tout simplement pas à jouer en fait, c'est-à-dire que elle peut même plus roleplayer parce que la contrainte est au-dessus de ses forces. À ce moment-là, on lui dit mais vraiment un nombre incalculable de fois, on lui demande comment ça on lui demande comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment on propose de faire tomber la contrainte, dire si tu veux, finalement on garde qu'un seul univers et en fait la personne dit non parce que ce qui est en train de se passer c'est vraiment intéressant et du coup je vais je reste, je vous écoute et je débrieferai avec vous. Pour le reste de la partie, je suis trop fatigué pour jouer, je vous écoute, mais je suis là et en fait, on est restés là les uns pour les autres en fait. Même si finalement, il y a une personne qui a pas pu accomplir la performance, mais il y a vraiment quand même, je pense, Et c'est ok pour c'est parler ok. comme Voilà, Valentin. c'est ça, ouais. C'est pas grave, tu vois. Donc il y a vraiment une notion de care et d'ailleurs notamment il y a une pratique assez courante dans le jeu en performance, c'est d'utiliser les outils de sécurité émotionnelle pour ces aspects de confort, pour signaler des inconforts créatifs en fait, plus que des inconforts si tu veux de vraiment psychologique quoi. Puis là encore une fois, c'est tous ces outils de sécurité émotionnelle, c'est pas propre au jeu de rôle en performance. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est jouer au jeu de rôle tout Ce qui est propre, c'est la façon dont tu utilises la sécurité émotionnelle quand tu joues en perf, quoi. Ok, pas mal. Est-ce que vous avez des questions, d'autres choses à nous proposer Je pense que là, on a déjà bien dégrossi le sujet, même si le podcast est court finalement, puisqu'il ne fait qu'1 heure, 1h10. Je pense qu'on a déjà bien dégrossi le sujet. Après, il y a une autre question, mais comment dire, là, moi, de toute façon, je ferai un podcast pour présenter après mon point de vue là-dessus, parce que je pense que le gros, pourquoi est-ce que moi par exemple en tant qu'auteur, la première fois que j'ai entendu parler de cette pratique, j'ai eu une réaction vraiment viscérale de oh, ça me fait peur, oh là là, ça me correspond pas. Pourquoi ? Parce que dans le fond, comme chaque table pose ses exigences, les exigences de sa propre performance, moi qui suis auteur de jeu, je me suis dit mais merde alors, pourquoi je me casse le cul à faire des jeux ? Ces gens font des jeux tout seuls. Et donc du coup, moi, tu vois, et je me dis merde, moi qui est dans l'idée de transmettre un système à travers mes bases de jeu, si les gens se saisissent de mes jeux et jouent avec leur système à eux,
ça sert à rien que je fasse des jeux, ça sert à rien que je me casse le cul à faire un jeu, parce que puisque de toute façon les gens joueront avec leurs exigences à faire. Et donc du coup il y a un côté, sur le coup je réagis en me disant mais merde, ces gens sont en train de me faire du mal en fait, concrètement, parce qu'ils vont faire en sorte que plus personne ne jouera à Sens, parce que tout le monde. Sauf qu'en fait la pratique du jeu en performance, ce n'est qu'une pratique de jeu de rôle parmi d'autres. Il restera toujours des gens pour jouer autrement, et je vais même aller plus loin. Parmi les gens qui vont décider de jouer en performance ce soir, peut-être que demain, ils accepteront de jouer avec moi, à mes jeux à moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que, encore une fois, c'est de l'essentialisation que de dire « Ah bah voilà, bah du coup, Eugénie, elle jouera jamais à Sens. Felundra, il ne jouera plus jamais à Sens. » Bon, lui, il l'a écrit, c'est un article qu'il a... Mais tu vois, il y a un côté... Mais non, si ça se trouve, un jour, le jeu en performance, ces gens-là, ça les gavera, et ils se diront... Ah ben non, en fait j'ai envie de jouer au jeu de rôle, tu vois, comme je sais pas, comme les autres, ou comme ça, ou comme si. Et si ça se trouve demain, les gens inventeront de nouvelles pratiques, de nouvelles activités autour du jeu de rôle. Bon, on a parlé du jeu en transe par exemple, c'est une réponse, une innovation je pense, qui est qui est parallèle, contiguë. Qui est perpendiculaire au jeu en performance. Sur le coup, si tu veux, ma réaction, c'est de dire, mais alors dans ce cas-là, chacun son jeu de rôle. J'avais l'impression de me retrouver dans l'agora grecque avant Platon, quoi, où les gens disaient à chacun sa philosophie, Eugénie est la mesure de toute chose. Enfin, tu vois, je me dis mais c'est quoi ce jeu de rôle dans lequel en fait à chacun son jeu de rôle, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Et je me suis dit mais merde, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière à l'époque où les gens, chacun faisait son petit truc dans son coin et prétendait jouer à ceci, à cela, c'était le chaos, etc. Mais pas du tout. En fait, le jeu en performance permet de définir clairement une pratique, et se définissant clairement comme pratique, permet par là même de mieux comprendre ce que je fais moi. En me posant une altérité, il me permet de mieux comprendre mon activité. Et donc, à partir du moment où on le voit comme ça, et plus comme une espèce de virus qui se répand sur les rôlistes et qui les empêcherait de jouer à Sens, à Vadémécum et au Val, eh bien on se dit qu'en fait, ça peut être une bonne manière de retrouver Sens, Vadémécum et le Val aussi. Oui, tout à fait. Il y a Félix notamment qui parle beaucoup de paradigme, ou on pourrait dire de courant artistique, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a la cohabitation possible de plusieurs courants artistiques. Maintenant, la question que je me pose, et que ça me renvoie à moi, Valentin, c'est finalement de quel courant je suis quand je ne fais pas du jeu en performance. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas neutre Exactement. du tout dans ma pratique Nous ne sommes pas rôliste. neutres. C'est ça que ça me renvoie, et je trouve ça extrêmement intéressant quand même. Et voilà. Et voilà. Et donc, ce faisant, alors juste Valentin pour finir, le jeu en performance à travers ces articles, personnellement, à titre personnel, m'a poussé à mieux comprendre ma propre pratique. Et là, alors peut-être que l'article sera sorti quand ce podcast sera diffusé, mais pour le moment, je suis sur la rédaction d'un article pour préciser justement ma vision. Et là, je vais donner mon opinion sur les gens qui jouent en performance. En tout cas, je vais donner mon opinion personnelle. Je vais dire si j'ai envie de jouer en performance ou pas. Et je spoiler alert, la réponse est non. J'ai pas envie aujourd'hui de jouer en performance. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que je dois interdire à des gens de le faire. Et justement, au contraire même, je dois les encourager à le faire parce que ça me permet de penser... mais je pense qu'on a bien compris. Antoine, Valentin, vous vouliez réagir? Je veux dire que le mot est assez affreux, mais du coup, toi, t'es du courant convergenciste un peu, Valentin. C'est ça, Je sais pas. Le terme Il n'y a pas à être d'un courant ou d'un autre, Valentin. Je sais, mais moi je trouve ça intéressant de me poser la question, parce qu'en fait, ça me pose la question de qu'est-ce que j'aime, pour pouvoir aller plus facilement vers des expériences qui me plaisent en fait. Mais C'est surtout ça en fait. Ouais, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour construire des expériences qui me plaisent, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre comment elles fonctionnent. Moi, je pense que je suis une sorte d'immersionniste. Faudrait que je me, moi, je sais pas ce que vous entendez par immersion. Je vous laisse parler de ça depuis le début, mais moi, j'aime pas du tout ce terme. Bon, c'est pas C'est un ancien qui nous dit ça, quoi. Bah oui, mais en fait. Je voulais rajouter un tout petit élément. Suisse sur le game design. En fait, il est aussi possible de créer des jeux dont l'objectif est d'être le plus adapté aux jeux en performance. C'est-à-dire que le jeu en performance, c'est pas on prend un jeu random et puis on en fait quelque chose et puis on fait nos petites tambouilles, etc. C'est quand même une partie de ça. Hein. Alors c'est une partie de ça, tout à fait. Mais c'est aussi possible de réfléchir à la manière de game designer des jeux. Et d'ailleurs, Eugénie a fait un article qui s'appelle « Le game design dans le jeu en performance », dans lequel elle dit il y a des jeux qui nous permettent
de mieux voilà, nous... qui facilite ça, qui C'est glissant, ça, non? je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Non, Je trouve ça glissant, moi. Bah, on va exemplifier. Ouais, je veux bien. Voilà, Eugénie explique. Alors, comment dire? Le roleplay, en fait, par exemple, il y a deux composantes. Il y a le fate play, c'est jouer le script, jouer la règle, et le free play, c'est jouer en dehors des règles. Enfin, tu vois. Donc évidemment, le jeu en performance, c'est quand même beaucoup du free play. Moi, j'enverrai sur ElectroGN le manifeste du free play. Alors, dans le sens de hack et jeu, c'est pas aller très loin. Par exemple, dans manifeste du free play, ils disent on va se déguiser en zombie et on va attaquer un GN où c'était pas prévu qu'il nous voit débarquer, quoi. Bon, là, c'est vraiment le truc extrême. Ça, c'est l'action directe du jeu en performance. en fait, c'est des situationnistes, quoi. Je sais Oui, pas si vous c'est ça, connaissez le Ouais, courant artistique, quoi. bien sûr. Vraiment des situationnistes du gène. J'ai un Et très bon Appeniste. Sur la place du game design en jeu en performance, bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, on peut se dire le jeu en performance, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un ensemble de règles à lui tout seul qui peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences, on a joué en freeform, et en fait, ça marche. Parce qu'en fait, le jeu en performance fait... tu rajoutes les joueuses, bien sûr, pour aller... si tu prends juste le jeu en performance plus les joueuses, ça fait système. Ça suffit à faire système. On n'a pas besoin de base, forcément, quoi. Ah bah non, mais j'ai des comptes rendus de partie à l'appui. Hein. J'aimerais détailler ce que tu dis, Thomas, pour qu'on comprenne. Ouais, bien. qu'on En fait, comprenne, il y a un ensemble de techniques, et ça c'est quelque chose de très important, je pense, dans le jeu en performance, qui sont en fait développées par les joueurs et les joueuses. C'est-à-dire, on va faire des gestes rôlistes, c'est-à-dire par exemple jouer l'impact, concéder. C'est des techniques qui sont détaillées par Eugénie, qui sont vraiment des outils qu'on peut utiliser dans le jeu en performance. Il y a aussi une pratique qui est celle des ateliers, qui sont des manières d'expérimenter des choses pour essayer de voir ce que ça fait. Excuse-moi, j'ai Ouais. une objection là totalement naïve. Ouais. Est-ce que les outils qu'on va employer ne dépendent pas du type de performance artistique qu'on cherche à réaliser? Est-ce qu'on bien peut, sûr. dans l'absolu, donner des conseils? Non. En fait, moi, je vois ça comme J'aimerais bien une comprendre. palette d'un peintre, en fait. L'idée, c'est si t'es peintre devant ta toile, t'as des différents types de pinceaux, différents types de couleurs et différents types de techniques. Tu sais peindre au couteau, tu sais peindre une aquarelle, etc. Et bien en fait, quand t'as 2-3 techniques, tu vas pouvoir peindre d'une certaine manière. Quand t'as plein de techniques possibles, tu vas pas toutes les mettre sur ta peinture. En fait, tu vas dire, en fonction de ce que je veux réaliser comme peinture, je vais choisir les outils les plus adaptés pour répondre à ce que j'ai envie de faire ici et maintenant. Donc c'est ça en fait le répertoire de techniques que tu peux développer quand tu fais notamment du jeu en performance. Est-ce que tu vois l'analogie? C'est un peu les picaseries Mais oui, mais complètement. Ouais. Mais ceci dit, donc voilà, Thomas. la plupart du temps, le jeu en performance demande à utiliser des bases de jeux de rôle comme support ou pour les subvertir et tout. Donc en fait, il ne rend pas la base de jeu de rôle obsolète, quoi. Et donc techniquement. Tu peux tenter de jouer en performance à sens, quoi. Ceci dit, en fait, il y a des game design, il y a des game design qui compliquent le jeu en performance, notamment tout simplement, typiquement entre guillemets sur les game design les plus resserrés, des jeux très spécialisés, très resserrés, avec des contraintes assez strictes, ça va être compliqué parce que du coup le free play va être vu comme une faute de jeu. Moi, je trouve que vous glissez complètement là, les gars. Laisse-moi finir ma glissade alors si tu veux. Alors, et donc je finis ma glissade. Et inversement, on peut imaginer des game design qui en fait vont déjà dire oh c'est ok, faites du jeu en performance, allez-y quoi. Et en fait, notamment par les game designers n'ont pas à dire si les gens doivent faire du jeu en performance ou pas. C'est les joueuses en performance. Le n'a pas autorité pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Attends, laisse-moi finir. Puisqu'en fait, du coup, là, je vais te parler de jeux où c'est Eugénie qui les a validés avec ce tampon jeu en performance approved, si tu veux, quoi. Alors, t'as des jeux comme Inforenza qui facilitent. D'accord, ok, j'ai compris. Qui disent en fait,
cette base de jeu de rôle là, elle est assez pratique pour pouvoir faire du jeu en performance. D'accord, ok. Mais Vraiment, après, c'est les joueurs. Donc en fait, c'est une banque de données qui serait faite par des joueurs qui disent nous jouons en performance. Oui. Cette base de jeu là. En fait, quand t'es créateur de jeu, quand t'es créateur de jeu, tu peux que espérer donner des outils qui seront repris et utilisés potentiellement par des gens. Mais tu peux te planter totalement, quoi. Je peux, moi, Valentin, me dire je connais un peu le style de jeu de Thomas, je connais un peu le style de jeu de Félix. J'ai envie de leur concocter quelque chose que quand ils vont le lire, ils vont y jouer, ça va leur permettre de faire une belle performance artistique. Mais si ça se trouve, je vais complètement me planter et ils vont me dire non mais ton truc il est juste moisi. J'ai du mal à vous suivre là. J'avoue que là c'est très compliqué. Laisse-moi poursuivre. Donc Inforenza, par exemple, c'est quand même, ça a été un gros laboratoire du jeu en performance chez Eugénie, quoi. Et en fait, je pense qu'il permet le jeu en performance, notamment parce que il est très lâche dans sa proposition. Freeform. Et il est très freeform. Et aussi, il est très freeform et en fait, il a une espèce de système de résolution qui est un peu très spécial parce que c'est un système de résolution qui peut tout résoudre. Et en fait, tu peux passer n'importe quelle situation, y compris des situations méta et tout, dans la moulinette du système de résolution. Et donc, du coup, pour faire du méta, en fait, c'est un outil de méta-langage qui est vraiment intéressant, entre guillemets, quoi. Enfin, il s'est avéré être intéressant parce que je l'ai pas du tout designé dans cette idée-là. Hein. J'en ai pas fait exprès, entre guillemets, quoi. Et il y a l'autre cas, c'est Dragonfly Motel, où Dragonfly Motel, il a été designé après la lecture des articles d'Eugénie. Et en fait, si tu veux, dans Dragonfly Motel, tu vas retrouver un certain nombre de choses qui sont prescrites par Eugénie, tu vois. Et donc, qui deviennent des règles du jeu. Par exemple, un principe qui est assez fréquent dans le jeu en performance, qui vient du théâtre d'impro, c'est le énoncé accepté. C'est-à-dire, je dis quelque chose dans la fiction, j'attends pas en fait, je n'ai pas à attendre que ce soit validé par la table pour que ce soit vrai, parce que le contrat verbalisé ou tacite, c'est que de toute façon le reste de la table est tenu de toujours accepter tes propositions. Donc en fait, c'est pas plutôt que de dire est-ce que je peux rentrer dans le saloon, tu dis je rentre dans le saloon, tu vois. Mais alors après, l'idée c'est que d'aller sur des trucs qui permettent une fuck du genre je peux très bien arriver et dire Valentin, je tue ton personnage. Et en fait, Valentin, on va pas utiliser un système de résolution ou demander à l'avis à Valentin. Valentin, il accepte d'office que son personnage est mort, quoi. Non, il l'accepte pas. C'est le système le lui impose. Alors oui, du coup, c'est ça. C'est qu'en fait, on a le paradoxe des jeux game designés pour le jeu en performance, c'est qu'à partir du moment où c'est plus finalement un contrat de table, c'est-à-dire que c'est pas les joueuses qui sont mis d'accord pour respecter cette espèce de règle de théâtre d'impro que tout ce qui est dit est vrai, en gros. À partir du moment où c'est une règle du jeu, et du coup c'est facilité, c'est rendu plus simple parce que t'as pas à expliquer en fait. Du coup, si tu veux former des joueuses en performance à un autre jeu que Dragonfly Motel, il faut que tu leur expliques toutes les règles du théâtre d'impro. Tandis que dans Dragonfly Motel, c'est inscrit en dur. Mais du coup, t'as juste à jouer la règle. Et du coup, on peut se dire, en fait, est-ce qu'on joue en performance à Dragonfly Motel ? C'est un jeu paradoxal. Comme il inscrit en dur les gestes rôlistes d'Eugénie. C'est juste que vous commettez certaines erreurs je pense qu'il n'y a pas de paradoxe du tout. Ouais. C'est vraiment juste que, en réalité, tu peux pas faire des règles, tu peux pas écrire des règles pour le jeu en performance. Par essence, en fait. Alors, je suis vraiment pas d'accord, mais je pense que ça procède plus du phénomène d'obsolescence programmée du jeu en performance, en fait. Je peux te donner un exemple si tu veux. Ouais, vas-y, je t'en prie. Par exemple, si tu prends un jeu dans lequel il y a un setting très détaillé, tu as un univers de jeu qui est extrêmement détaillé, extrêmement contraint, en fait, et que ça participe, si tu veux, vraiment de l'économie du jeu majoritairement. Ça dépend du style des joueuses et de leur technique, mais si c'est des joueuses qui ont comme technique principale, par exemple, de dire on va prendre un système de jeu avec lequel on va jouer dans un univers complètement différent, et que c'est ça leur contrainte créative principale, ou en tout cas une des possibilités de faire de la performance. Typiquement, tu dis je prends le système de sens, et en fait on va jouer la vie quotidienne.
avec les règles de sens. Ça, c'est une manière de transgresser. Mais finalement, avec sens, c'est compliqué parce que il y a un univers qui est très, 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 très chargé, très, très riche, et c'est pas finalement pratique en fait de réaliser cette performance. Mais tout ça est très contextuel. C'est-à-dire que c'est très lié aux joueuses en performance elles-mêmes, leur technique, leur C'est pour ça que j'aimais bien quand Thomas il a dit Eugénie approuve. Oui, c'est ça. Tu vois. Mais en fait, c'est pas Parce que du coup, designer là, je des jeux comprends mieux. pour le jeu de rôle en performance dans C'est l'absolu, pour tu vois. Eugénie. C'est pour certains styles de jeu. Par exemple, Eugénie, par exemple, etc. Ouais, voilà. Donc On tu peut peux faire des jeux designer. pour Félix. On peut Voilà, faire, c'est ça, je pourrais exactement. designer un jeu pour Ouais. Eugénie. D'ailleurs, Félix design des jeux pour lui-même, par exemple. En fait, tu peux designer un jeu pour ton jeu en performance, mais pas pour le jeu en performance. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. C'est ça la clé, en fait. C'est ça la clé. On est d'accord. Très bien. Entendu. Eh ben, c'est bon, ça. Incroyable. J'avais noté plein de trucs. Je me disais, ça va partir en couille. Non, pas du tout. C'est bon. Ok. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ça qui me posait problème. C'est que, ouais. Et j'en profite pour détailler une notion dont je parle depuis tout à l'heure, c'est celle de style. Ouais. On Donc, a parlé en fait, de skill et de style. de style. Ouais. Donc le style de la joueuse, c'est effectivement, il y a quasiment une analogie artistique pure, quoi, comme le style d'un peintre, le style d'un poète. Quelles sont les figures de style rôliste qui lui sont propres et avec lesquelles il a l'habitude de travailler, quelles sont ses techniques favorites, etc., etc. Un style, ça peut être, par exemple, Félix a dans son style le jeu avec le matériel, avec le réel, tu vois. C'est-à-dire prendre des ciseaux, découper des fiches de personnages, les agrafer, se lever de table, jouer avec la voix et avec la corporalité, tu vois. Et pour d'autres personnes, ça va être plutôt, par exemple, pour Thomas, j'ai l'impression qu'une partie de ton style, c'est jouer avec le mindfuck, quoi. Jouer avec des strates de réalité, jouer. Très cadikien, en fait, Ouais. Thomas. Et Ouais. donc, en fonction des joueurs, tout ça fait des répertoires finalement et des styles qui vont interagir les uns avec les autres. Et donc, il y a effectivement des performances différentes parce qu'il y a des performeurs différents, quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment un axe de recherche du jeu en performance. Ouais. La recherche de quel est mon style, quels sont le style des autres joueurs, comment je peux m'en inspirer. Je trouve que c'est. Regarde, Eugénie, je t'ai créé un magnifique violon. Tu vois, on a l'impression, regarde, je t'ai créé j'ai fait un instrument pour toi. Tu vois, je veux dire, tu crées tu vois, je t'ai fait un jeu pour toi, quoi. Je te connais tellement bien Puis après, maintenant. tu te prends une tragédie du mentor dans la gueule. Parce qu'en fait, Après, tu vas peux te tromper totalement. Du ouais. coup, oui, tout à fait. Non, mais peu importe, tu vois. Et donc, du coup, ok, ça c'est très intéressant. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir à plusieurs reprises dans ce podcast. On a parlé de transgression pour le jeu en performance, notamment toi, Valentin. Et je pense que c'est pas bien parce que dans le jeu, quelqu'un qui joue en performance avec un jeu donné, il ne transgresse rien. Parce que Je pense qu'il subvertit plutôt. non, même pas. Parce que l'idée de la subversion suppose qu'il existe quelque chose à subvertir. L'autorité de l'auteur, en l'occurrence, sur son jeu. Donc moi, je pense pas qu'il s'agit de subversion ou de transgression, mais juste d'une autre manière de jouer avec la chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que si vous parlez de transgression et de subversion, vous supposez a priori l'existence de l'autorité de l'auteur dans son travail. A priori. Et vous dites que le jeu en performance, là, transgresse. Moi, je dis, si je lis l'article d'Eugénie en lien justement avec Léo Henry qui s'appelle, et là, le nom de l'article m'échappe, mais vous tapez Léo Henry, Eugénie, vous allez tomber justement sur l'autorité de l'auteur. Je me demande si c'est pas ça le nom de l'article. Vous allez voir que justement, je pense que c'est raccord avec la pensée d'Eugénie. Tu vois que le jeu en performance est raccord avec la pensée d'Eugénie, si tu veux, dans la mesure où justement le performeur est son propre auteur. Il ne transgresse rien parce qu'il n'y a pas d'autorité de l'auteur à transgresser. Je m'en fous de l'avis de Romaric sur ma pratique du jeu de rôle. Voilà, pardon, Alors, excusez-moi. Ceci dit, dans une approche du jeu de rôle en performance qui est le métalangage et le discours sur le média jeu de rôle, il y a une approche subversive dans le sens où en fait, l'idée c'est de se positionner par rapport à une culture associée à une certaine base de jeu de rôle. Donc typiquement, si je dis on va jouer à Pathfinder et on va faire exprès de faire aucun combat et voire même on va jouer contemplatif à Pathfinder. En fait, si je dis oui, la mort de l'auteur, de toute façon, on ne demande pas l'avis de l'auteur de Pathfinder, donc en fait, c'est juste une pratique comme une autre. Oui, mais en fait, là, quand tu fais ça, tu te positionnes par rapport à un référent culturel, c'est-à-dire qu'on dit là, on va dire que la pratique mainstream de Pathfinder, c'est de jouer des combats et de jouer la violence. Et donc, du coup, si tu décides de jouer contemplatif à Pathfinder, en fait, tu as une pratique subversive.
Tu vois, donc tu te positionnes par rapport à un référent culturel. Ou alors, à l'inverse, que l'OSR pratiqué au génie, où elle essaye de mimer les codes du genre, c'est aussi une façon de se positionner par rapport à un référent culturel, pas de façon subversive, mais de façon presque hommage, quoi, entre Voilà, guillemets. et ça, c'est un autre truc, mais là, malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais pour une ouverture à ce podcast, c'est le jugement moral lié à sa pratique du jeu de rôle. Est-ce que le jeu de rôle en performance serait politiquement plus anarchiste? Ah oui, tu rigoles Valentin, mais rigole dans les micros parce que sinon j'ai l'impression d'être tout seul. LOL. C'est-à-dire, est-ce que voilà, jouer en performance, ce serait... Et du coup, il y a un côté aussi que moi je ressens dans les gens qui jouent en performance, du genre, ouais, en jouant normalement, entre guillemets, au jeu de rôle, ou en jouant au jeu de rôle de Romaric Briand, de Frédéric Sintès ou de Fabien Yvaine, vous êtes tellement conservateurs et dictatoriaux, et vous êtes tellement... Il y a un côté, vous êtes tellement de droite, quoi, en croyant en l'autorité de l'auteur comme un dieu, etc. Vous êtes tellement... Et puis nous, joueurs en performance, on est tellement anards. Mais attention, je crois pas que les pratiques définissent en elles-mêmes une idéologie politique plutôt qu'une autre. Et donc, il faut se méfier vraiment, méfiez-vous. Quand vous dites, ah, je joue en performance, c'est tellement anard, tu vois, un truc comme ça. Oh, méfiez-vous, vous êtes en train de glisser dangereusement. Et de la même manière, vous dites, enfin, si vous vous rassurez attention, les pratiques du jeu de rôle ne disent rien du tout de vos tendances politiques. Et ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est plutôt, faut pas confondre du coup positionnement politique et positionnement artistique. Exactement. Et en fait, je pense que la clé est là, c'est-à-dire quelle est la relation entre la création, l'auteur, l'intention de l'auteur, la réception, etc. Toutes ces questions-là, en fait, on peut les travailler effectivement comme ça, en fait. Ouais. Tellement. Alors après, il y a quand même des positions artistiques qui vont remettre du politique dedans, en disant que tout cela n'est pas indépendant et qu'en fait, se positionner artistiquement... Tout à fait. Mais tu vois, est-ce qu'il y a du jeu de rôle en performance marxiste-léniniste ou paranoïaque critique Non, mais donc méfiez-vous il ne faut pas orienter politiquement vos pratiques du jeu de rôle. À mon avis, on peut faire du jeu en performance et être fasciste. On peut faire du jeu en performance et inversement être anard, effectivement. Et de la même manière, on peut jouer au jeu de rôle en voulant respecter l'autorité de l'auteur, en étant par exemple, on a joué au jeu de Liam Burke sur, vous savez, ces colons qui envahissent comment s'appelle-t-il ce jeu? Dog Eat Dog. Voilà, ça c'est un jeu dans lequel rules does matter et pour autant qui est profondément anarchiste, parce qu'il nous invite à critiquer l'idée même de l'autorité. Donc il faut vraiment, attention, prenez garde à ne pas, parce que moi je note ça aussi sur internet, des gens qui se braquent en se disant... Alors ok, je nuancerai un petit peu ce que tu dis en disant que... Des fois on m'a dit que j'étais de droite parce que je voulais qu'on respecte les règles, c'est-à-dire que je les compte plus. Oui, mais ton point de vue sur l'art dans la société est en fait politique, parce que l'art n'est pas hors du monde, tu vois. Donc en fait, une vision particulière de l'art, on peut l'avoir comme... une vision liée à une question politique en fait. Je suis d'accord, mais prenons du recul. Bien sûr. Alors c'est une nuance que j'apporte à ce que tu dis, c'est pas une contradiction quoi. C'est comment dire, la forme artistique est pas indépendante de la forme politique en fait. Elle n'est pas non plus. Mais il faut en avoir conscience de ça. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Moi, je pense et puis, je suis désolé, mais vous avez un train à prendre, messieurs. Chères joueuses, vous avez un train à prendre. Donc là, il est temps de nous quitter. Merci Thomas, merci Valentin pour ces explications. J'espère qu'on aura permis de clarifier un petit peu, de vous permettre à vous, auditeurs, de vous faire un chemin, un sentier vers les théories du jouet en performance, aller lire les articles de Félix, d'Eugénie, d'Emmanuel, écoutez les actuels players, écoutez les podcasts aussi de Thomas Munier et les articles de Thomas qu'il poste sur le sujet. Et puis ben voilà, d'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. À très bientôt tout le monde. Au revoir. Salut, vivez la règle d'or.